Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là, si nombreuses et nombreux ce soir. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Vincent Tibéri, donc comme Paris, pas comme le maire, voilà, c'est tout pareil, qui est donc professeur en sociologie politique à Sciences Po Bordeaux et chercheur au centre Émile Durkheim. Dédissipé. Ce soir, comme le titre l'indique de la conférence, il va nous parler de la droitisation française, et c'est le titre de son livre en fait, Mythe ou réalité, donc je crois que toute la problématique est dans le titre. Donc vous allez nous parler de cette droitisation française, la question de départ étant la question de savoir est-ce que les Françaises et les Français sont réellement de plus en plus à droite, comme on pourrait en avoir l'impression, notamment à écouter les médias, les grands médias. Les grandes thématiques omniprésentes dans ces grands médias, ou réciproquement, est-ce que les idées de gauche donc, tendent à disparaître dans la tête des Françaises et des Français donc, question de départ. Sachant que la réponse, alors je vous le dis tout de suite, la réponse c'est qu'en fait, il y a un énorme paradoxe, en ce sens que, autant effectivement d'un côté, les discours politiques et médiatiques sont vraiment de plus en plus à droite et de plus en plus décomplexés de droite, autant depuis 40 ans à peu près, dans les urnes, on constate effectivement la montée de l'extrême droite. Et pourtant, autant les sondages d'opinion que vous avez étudiés très en détail et selon une méthode très scientifique que j'essaierai de présenter très brièvement parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout suivi, montrent qu'en fait, les opinions des Françaises et des Français ne se sont pas du tout droitisées. Même si sur certains points, c'est un peu en dents de scie, mais globalement, il y a plutôt, on va pas dire une gauchisation. En tout cas, on ne peut pas dire que les opinions des Françaises et des Français se soient droitisées. Ce serait plutôt un mythe, mais c'est pas parce que c'est un mythe que ça n'a pas de conséquences, peut-être au contraire d'ailleurs. Voilà. Donc voilà pour le paradoxe très étonnant, sachant donc, comme je disais, que pour montrer effectivement que l'opinion des Françaises et des Français contrairement à ce qu'on tend à nous faire croire, ne s'est pas droitisé, vous vous appuyez alors sur ce que vous appelez, donc c'est une méthode scientifique de sociologie, j'imagine, les indices longitudinaux de préférence ou des moods. Voilà. Donc je parlerai des moods, c'est plus court. Et si j'ai bien compris, c'est l'idée que c'est des sondages qui reposent sur tout un ensemble de questions qui sont rassemblées par thème. Au lieu de se cantonner à une seule question ou deux, trois questions, c'est tout un ensemble. Ces questions étant rassemblées par pôle de valeur et portant sur une longue période, en fait, si j'ai bien suivi. De telle sorte que... Jusqu'ici, tout va bien. Ça va, j'ai compris. De telle sorte que ça permet de dégager des tendances sur une longue période. Alors la période que vous avez étudiée, je crois, c'est de 78 à 2023, 1978 à 2023. Donc 45 ans quand même. Donc c'est intéressant de voir sur 45 ans l'évolution de l'opinion des Françaises et des Français. Et ça semble assez convaincant à lire le livre. Voilà. Et donc vous avez décidé de vous focaliser sur trois moods, ou indices ou dimensions de valeur. La dimension socio-économique, avec la question en gros de savoir est-ce que les Françaises et les Français sont plutôt pour la redistribution, l'intervention de l'État, ou au contraire plutôt pour l'individualisme, la réduction de l'État, le libéralisme. Donc ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension que vous avez appelée la dimension culturelle, peut-être sociétale, on pourrait peut-être dire axée sur la question de l'évolution des mœurs, notamment la question de l'autorité, s'il n'y a pas assez, trop d'autorité, perte d'autorité, retour d'autorité ou pas, rôle bien évidemment des genres, et tolérance envers les minorités sexuelles, reconnaissance. Donc ça c'est le deuxième pôle, et puis enfin un troisième pôle, celui dont les médias vraiment nous rabâchent les oreilles à longueur de journée, la dimension culturelle axée sur la question de l'immigration. Est-ce que les Françaises et les Français sont de plus en plus intolérants, fermés, ou au contraire, est-ce qu'il n'y aurait pas une ouverture, une tolérance à toutes les cultures, toutes les altérités qui construisent de plus en plus notre vie. Donc ça fait trois pôles intéressants, je pense, pour dégager effectivement les grandes tendances concernant l'opinion des Françaises et des Français. Et vous montrer, je ne vais pas tout raconter, je vais bientôt conclure, mais qu'à partir de ces trois pôles, en fait, on ne peut pas du tout parler d'une droitisation généralisée de l'opinion des Françaises et des Français sur les 45 dernières années. Pas du tout, même
Sur deux pôles, au contraire. Il y en a un autre, c'est un peu plus ambigu, mais sur deux pôles, vraiment, l'opinion des Français, elle est de plus en plus à gauche, en fait, tournée vers ces valeurs-là. Du coup, bien sûr, ce qui apparaît et qui, je pense, nous préoccupe toutes et tous, c'est l'énorme problème de représentativité, en fait, aujourd'hui en France, et je pense dans bien d'autres pays, bien d'autres démocraties, hein, parce qu'il est bien clair quand même que du point de vue politique, toutes ces opinions qui sont de moins en moins à droite, de plus en plus ouvertes, tolérantes, elles ne sont pas du tout représentées en fait, hein, ce qui explique notamment l'abstention grandissante qui n'est pas juste de la grosse flemme, hein, c'est clair que ça correspond à quelque chose de plus fondamental. Donc première question, est-ce qu'on peut sauver la démocratie représentative et comment? Est-ce qu'il faut la sauver ou est-ce qu'il faut passer à autre chose? Enfin, comment faire pour que les opinions des citoyennes et des citoyens soient représentées quand même par le gouvernement? Et puis, dernière question, bien sûr, aussi qui nous tarde tous, mais que fait la gauche? Voilà. Et je vous sais pas. Merci beaucoup. Je vais mettre deux mots parce que c'est comme ça, je vais être obligé d'être réveillé. Merci beaucoup de cette invitation, c'est la première fois à Amiens, et merci pour ces deux questions pas simples, qui vont nécessiter effectivement de revenir. Effectivement, c'est un bouquin qui parle d'un paradoxe. C'est un bouquin que mon éditeur a plutôt voulu qu'on dise mythe et réalité. Au début, c'était le mythe de la droitisation, et du coup, les raisons. Soyons un peu prudents, mais non, en fait, non, il y a vraiment la thèse que je défends, c'est qu'en tout cas, quand on parle de droitisation, c'est pas une droitisation par en bas. Donc ça doit nous interroger sur pourquoi il y aurait droitisation, pourquoi effectivement, quand on parle des différents débats, on se retrouve à systématiquement avoir des manières de parler qui renvoient à du conservatisme, qui renvoient effectivement à du libéralisme économique, qui renvoient à l'idée que l'État social c'est un pognon de dingue, etc., etc. Comment on se retrouve dans cette situation-là? Et effectivement, et je pense que vous avez tout à fait raison de le dire, ça interroge la notion même de démocratie représentative, et notamment la capacité des élus à représenter et voire même à accepter que dans leur rôle, il y a une partie de représentation de ce que souhaitent les citoyens. Et là, derrière, ça interroge très fortement à la fois nos routines de pensée à nous, mais aussi les routines de pensée des journalistes et les routines de pensée des responsables politiques. Quand Bruno Retailleau nous explique qu'il sait ce que veulent les Français, mais pourquoi son parti fait à peine 6% des voix? Voilà, je dis ça, je dis rien, mais effectivement, ça doit nous interroger. Ça doit nous interroger aussi parce que vous allez voir une partie de l'histoire et de l'explication tient au fait que notre manière d'être citoyen a elle-même considérablement changé. On ne se laisse plus faire, on n'est plus simplement des électeurs. Et dès lors qu'on n'est plus simplement des électeurs, et bien du coup, ça modifie très fortement les équilibres politiques, notre manière de réfléchir, mais également, tout simplement, la manière dont la société française se pense, se voit, etc. Et le sous-titre du bouquin, c'est quand même comment électeurs et citoyens divergent. Et une des histoires que je vais essayer de vous raconter, c'est que, en fait, un des vrais soucis aujourd'hui, c'est que les urnes ne sont plus forcément représentatives de la société. Et là, c'est un enjeu majeur qui, pour un électoraliste, quelqu'un qui bossait sur la sociologie électorale, aboutit à se remettre très fortement en question. Voilà. Donc, avant de commencer, oui, je sais que le Rassemblement national n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Qu'effectivement, son vote s'est amplifié socialement, géographiquement. Il est désormais considéré quasiment comme ceux qui vont arriver en 2027. Et oui, je sais qu'en 2024, on n'est vraiment pas passé loin. S'il n'y avait pas eu Front républicain au deuxième tour, si effectivement les électeurs de gauche n'avaient pas soutenu certains macronistes, l'inverse est beaucoup moins souvent présenté. Et s'il n'y avait pas eu cette remobilisation, effectivement, Jordan Bardella pouvait être au pouvoir, même avec une minorité des voix. Et donc, quand il nous dit aujourd'hui on nous a volé l'élection, c'est pas vrai, parce que très clairement, s'il y a un front républicain, c'est que du coup la question de l'élection c'était Jordan à l'Élysée, pardon, à Matignon ou pas, j'anticipe.
Mais la réponse a été clairement non. Mais il n'empêche que ça a failli fonctionner. Je sais également que la gauche ne gouverne pas. Et voire même, je sais que ceux qui gouvernent actuellement sont les deux partis qui ont clairement été, désavoués dans les urnes de 2024. Je sais également qu'on ne serait pas dans cette situation-là si plutôt que faire des élections législatives anticipées, Emmanuel Macron avait convoqué un référendum sur les retraites. Je suis à peu près sûr que si on avait fait ça, vraisemblablement que la question de la gauchisation, de la droitisation des citoyens aurait été réglée. Voilà. Donc on est effectivement dans des formes d'ambiguïté et dans des volontés, notamment d'un nombre conséquent d'acteurs politiques, de laisser croire que c'est eux qui ont raison et c'est eux qui sont dans le sens de l'histoire. Et enfin, oui, je ne crois pas aux sondages d'opinion et notamment aux sondages d'intention de vote à 2 ans d'une présidentielle. Si ça avait été le cas, Alain Juppé était président de la République en 2017, ça ne s'est pas produit. Même François Fillon aurait pu être président de la République, ça ne s'est pas produit non plus. Donc ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui de faire tourner des intentions de vote en 2027. Mais néanmoins, ça nous raconte quand même qu'il y a des acteurs qui ont tout à fait intérêt à ancrer l'idée qu'effectivement Marine Le Pen serait au second tour, voire même aux portes du pouvoir. Et que même si ce n'était pas Marine Le Pen, Jordan Bardella pourrait réussir. Coucou Édouard Serin. Mais, Pierre-Édouard Serin. Mais, très clairement, il va falloir effectivement se dire qu'on n'est pas passé loin en 2024, on ne va pas passer loin en 2027, et l'histoire que je vais vous raconter ce soir, une histoire scientifique, bon, c'est pas bonne nuit les petits, si on arrive à l'heure, l'histoire que je vais vous raconter, c'est qu'on peut très bien effectivement assister à une victoire de l'extrême droite en France, alors même que ce sera à contre-courant des évolutions sociales. Et là, rien que ça nous oblige à réfléchir à qu'est-ce que c'est que la démocratie aujourd'hui et comment une démocratie se retrouve engoncée dans une logique de représentation qui peut aboutir à ce genre de scénario. Alors, je sais que quand je parle de droitisation, que je dis que c'est un mythe, souvent, on me répond que je suis à côté de la plaque, que je suis un chercheur déconnecté. Et il y a plein de raisons qui peuvent laisser croire qu'effectivement, on est face à une vague, et que cette vague nous dépasse. Naturellement, il y a la question de quoi parle-t-on? Étonnamment, on ne parle pas des fermetures d'usines. On ne parle pas des inégalités sociales. Quand on parle de l'école, c'est pas pour dire qu'il faut plus de profs devant les élèves. Quand on parle d'école, c'est parce qu'il y a eu des agressions, des meurtres. Voilà. Donc quand on parle d'école, c'est sur les questions sécuritaires. C'est même pas sur des questions scolaires. C'est même pas sur des questions de réussitons à avoir un service public de l'éducation nationale qui fonctionne. Réussitons à avoir des hôpitaux publics décemment dotés qui permettent effectivement de garantir l'égalité de traitement entre les patients. Voilà, non. Autre truc assez terrible, quand on parle, effectivement, on parle d'une certaine manière des enjeux. Quand on parle d'immigration en France, c'est pas pour dire qu'effectivement l'économie a besoin des travailleurs immigrés. C'est pas pour dire que les descendants d'immigrés réussissent finalement bien, notamment quand on regarde leur réussite en termes éducatifs, en termes de niveau de diplôme. Et pourtant, nous sociologues, alors là c'est une autre de mes casquettes, mais nous sociologues, quand on travaille sur ces questions, on se rend compte que les descendants d'immigrés, finalement, ils réussissent bien à l'école. Et non seulement ils réussissent bien, mais alors même que l'institution scolaire, voire les pouvoirs publics, leur mettent des bâtons dans les roues. Donc l'immigration, ça n'a pas... En tout cas, l'intégration, ça continue à fonctionner malgré les politiques publiques. Et pourtant, c'est pas ça qui est. Quand on parle, effectivement, sur les plateaux de télévision, c'est rarement pour faire une belle émission sur sommes tous racistes, c'est plutôt sur l'immigration, comment la stopper, sans se poser la question de l'intérêt de l'immigration. La sécurité, la question de la prévention, la question des associations dans les quartiers qui tiennent les quartiers et qui permettent effectivement de maintenir du lien citoyen, ça n'existe pas. Voilà. Donc effectivement, c'est assez impressionnant. Et ce qui est encore plus impressionnant et qui est un des arguments les plus durs à contrer, c'est qu'on a l'impression que ce qui arrive en France, ça arrive ailleurs. Alors effectivement, Donald Trump. Ouais.
à ceci près que Donald Trump a effectivement fait un très bon score, mais c'est d'abord avant tout que les démocrates ont fait un très mauvais score. Ils ont perdu 10 millions de voix en 4 ans, et c'est pas rien. Et c'est pas Trump qui les a récupérés. Donc effectivement, on a l'impression que Trump aux États-Unis, il y a eu Bolsonaro au Mexique, au Brésil, l'AfD en Allemagne, les démocrates qui n'ont que ce nom, qui n'ont de démocrates que ce nom en Suède, Meloni en Italie, vous rajoutez également, très jolie cette musique, vous rajoutez également la montée en puissance de Vox en Espagne, de Chega au Portugal, vous mettez tout ça ensemble et vous dites que, bon, bah, en fait, il y a un mécanisme derrière. En fait, il y a effectivement une montée en puissance des partis d'extrême droite, des partis de droite populiste, et c'est irrémédiable, et en face, c'est l'érosion des partis de gauche, et notamment les partis sociaux-démocrates, et donc peut-être qu'on va vers une ère conservatrice. Ce d'autant plus que des collègues, alors là je pense à Ronald Inglehart et Pippa Norris, qui sont deux grands collègues américains, pour l'un anglaise, pour l'autre, qui sont des grands noms de la science politique internationale, écrivent en 2016 qu'en fait il y a peut-être un mécanisme qui permet d'expliquer ça. Et leur mécanisme, c'est celui du cultural backlash, le retour de bâton culturel. Cette idée, parce que Inglehart est celui qui a notamment popularisé l'idée que nous passions dans une société post-matérialiste. Et il l'a montré notamment avec l'arrivée des boomers dans les années 60, qui ont durablement transformé la manière de faire de la politique, la manière de participer, la manière d'avoir une relation aux élites, les valeurs, etc. etc. Et là, ce que dit, donc, du coup, quand Inglehart commence à dire « attention, il se passe quelque chose », on écoute. Et sa théorie, à lui et à Pippa Norris, c'est de dire que en fait, les sociétés ont progressé trop vite. Et qu'on est allé trop vite sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, on est allé trop vite sur la question LGBT, on est allé trop vite sur la question du multiculturalisme, et on est même peut-être allé trop vite sur la question de l'égalité sociale, de la protection sociale, etc., etc. Et il y aurait une majorité de citoyens qui, aujourd'hui, se mobiliseraient contre ces évolutions-là. Et c'est là où je diffère. Je pense qu'effectivement, ils ont raison de dire qu'un nombre impressionnant de citoyens se sentent effectivement attaqués par les MeToo, par les droits LGBT, par le multiculturalisme, par effectivement la nécessité de payer des impôts, etc. Oui, ils sont là, ils sont mobilisés. Cette minorité conservatrice, elle existe. Mais à mon sens, elle est minoritaire. Et donc je vais essayer de vous le prouver. Enfin, j'ai essayé de le prouver. Et alors soyons clairs, vous allez rapidement voir que la question de la droitisation, notamment par les citoyens, je l'adresse dès le chapitre 1. Il y en a 6. Donc voilà, on sait qui est coupable, quoi, très rapidement. Donc c'est pas un très très bon policier. Mais une fois qu'on a montré ça, eh bien, du coup, ça va obliger à poser la question de mais alors pourquoi ? S'il n'y a pas de droitisation par en bas, s'il n'y a pas de droitisation des citoyens, pourquoi on a cette impression-là ? Eh bien, ça va interroger la manière dont, effectivement, aujourd'hui, un système médiatique a évolué. Aujourd'hui, les partis politiques ont évolué. Ça interroge la question du rapport aux catégories populaires. Ça interroge la question du rapport à l'abstention. Ça interroge la question du rapport à la citoyenneté. Ça interroge la question de qu'est-ce que nous mettons dans les urnes quand on va voter. Et donc, ça interroge, in fine, ce que c'est que la démocratie représentative. Et ce que ça produit. Et donc, ça renvoie notamment à des mutations qui ne sont pas que des petites mutations. Je vais vous montrer ça, notamment quand je vais parler des catégories populaires. Les mutations qu'on remarque sont des catégories lourdes, qui ne vont pas changer d'un claquement de doigts parce que un élu, un sauveur, un César dira « Attends, ça y est, j'ai trouvé la solution pour parler aux ouvriers, aux employés. » Non, ça va être beaucoup plus compliqué que ça. De la même façon, vous allez voir qu'une partie de l'histoire tient au renouvellement générationnel et l'émergence de ce que j'appelle les post-baby boomers, nés dans les années 60-70, et les millennials, nés dans les années 80-90, et qui, de fait, n'ont clairement plus le même rapport à la citoyenneté que les générations précédentes. Donc, ça ne va pas être simple. Et donc, je sais qu'à Mediapart, tu m'avais dit que j'étais un peu trop rassuriste, donc je ne suis pas rassuriste. Je pense qu'effectivement, il y a plein de bonnes nouvelles dans ce bouquin, mais il y en a plein qui font super peur aussi.
La conclusion, c'est Are you ready for the storm? Donc voilà, êtes-vous prêts pour la tempête qui arrive? Parce que effectivement, j'ai quelques doutes. Mais collectivement, on peut peut-être arriver à faire des choses. Donc y a-t-il une droitisation par en bas? Donc la réponse va être non. Mais je suis qui pour dire ça? Et alors, je crois que vous êtes sur les terres de Patrick Luing. Patrick Luing est un très très grand sociologue qui a critiqué les sondages et ce que ça pouvait produire dans la manière de parler des citoyens. Donc je pense qu'il a raison sur plein de choses. Mais effectivement, mon souci à moi, c'est que je bosse sur les sondages. Donc un des points importants quand je parle de cette absence de droitisation par en bas, c'est en quoi ma parole est plus légitime que celle d'un sondeur de base, voire même d'un responsable politique qui vous dit « Moi je sais ce que veulent les Français, je sais ce qu'ils pensent, je sais ce qu'ils disent ». À la différence de ces sociologues déconnectés, etc., etc. Donc effectivement, je travaille sur des données. Et je travaille sur des données, et parce que je travaille sur ces données, je m'interroge également sur ce que les sondages sont en train de faire et sur ce que produisent aujourd'hui les transformations à la fois de l'industrie des sondages et surtout des usages stratégiques qui peuvent désormais être faits de ces sondages. On est aujourd'hui dans une situation où les instituts n'ont clairement plus d'argent, les commanditaires des instituts n'ont plus beaucoup d'argent non plus, et donc la plupart des sondages ont lieu par Internet, la plupart des sondages qui ont lieu par Internet sont biaisés vers l'extrême droite. La manière dont sont constitués les échantillons aboutissent à une surreprésentation de l'extrême droite. Ça, c'est un premier biais. Le deuxième biais, c'est que quand on travaille sur ces questions-là, une question de sondage, c'est pas neutre. Bien au contraire. Un baromètre, un thermomètre, en ce moment, on le regarde de près, c'est effectivement, ça va, il n'y a pas de biais de mesure. Une question de sondage, particulièrement sur des questions d'immigration, sur des questions culturelles, il est bizarre ce micro, sur des questions... Oh la vache, bon c'est bon, on marche encore. Oui, il va falloir que je le fasse comme ça. Sur les questions d'immigration, sur les questions de place des hommes et des femmes, des LGBT, des impôts, etc., je sais pertinemment qu'une question de sondage peut aboutir à mesurer une majorité d'opinions conservatrices, une majorité d'opinions progressistes. On paie trop d'impôts, ça marche à fond. Il faudrait augmenter les impôts des plus riches, ça donne un truc complètement différent. Sur l'immigration, selon que je dis l'immigration est une source d'enrichissement culturel ou c'est la principale cause de l'insécurité, je peux très bien avoir une très très forte variation des réponses. Donc effectivement, aujourd'hui, des acteurs ont très bien compris ça. Quand Pierre-Édouard Sperrin décide dans le projet de Périclès de racheter un institut de sondage, pour l'instant il ne l'a pas fait, mais c'est bon, jamais. Mais de soutenir, de subventionner des enquêtes, notamment sur l'immigration, c'était dans l'article de l'UMA de juillet dernier, et bien je sais que ce qu'il vise, c'est notamment ce qui est sorti ce matin avec le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Parce que ce baromètre a une fâcheuse tendance à ne pas donner l'histoire de ce qu'il voudrait voir. Donc voilà. Donc méfiez-vous des sondages, parce qu'on est aujourd'hui dans une situation où effectivement, les sondages, on peut les manipuler. Du coup, comment je fais moi? Eh bien je prends. C'est-à-dire que pour faire mes indices longitudinaux de tolérance, pour faire mes moods, j'ai pris toutes les questions disponibles. Celles que j'aime bien et celles que j'aime pas. Les enquêtes auxquelles je participe, les enquêtes auxquelles je ne participe pas. J'ai rassemblé, suivant cela, la méthode et le protocole scientifique élaboré par mon collègue James Stimson aux États-Unis, et d'ailleurs c'est James qui m'a lancé là-dedans à la fin des années 2000, de donc sélectionner toutes les séries de questions disponibles. Et donc pour au minimum avoir quelque chose, c'est vraiment bizarre ce micro, au minimum avoir quelque chose qui permet effectivement de mesurer dans le temps et de mesurer de manière la plus robuste possible. Donc je ne prends pas une seule question, je ne prends pas un seul baromètre, je prends toutes les questions disponibles, tous les baromètres disponibles, et c'est un gros travail. J'aboutis du coup à la calcul de 3 indices qui vont porter effectivement sur 3 dimensions différentes. La première renvoie à ce que j'appelle les préférences sociales.
Les préférences sociales, c'est effectivement les impôts des plus riches, nationalisation, privatisation, augmentation au nom du RSA, contrôle par l'État des entreprises. En gros, ça renvoie au vieux débat sur les questions socio-économiques entre la gauche et la droite. L'indice de préférence culturelle, lui, rend essentiellement compte des questions LGBT, hommes-femmes et autorité. Et je les ai mis ensemble, j'aurais pu aussi les rajouter à ces questions qui, elles, renvoient aux questions d'immigration, de multiculturalisme, d'antisémitisme, d'islamophobie, tout ça. Et vous avez vu 28 séries sans, ça veut dire qu'il y en avait qui bouffaient l'autre. Vous allez voir que ça a un sens. Je peux du coup travailler effectivement sur 45 années, ce qui n'est pas rien. Et pour mesurer une possible droitisation, il faut effectivement pouvoir mesurer un mouvement. Et dans ce cas-là, au moins je repars de long. Donc 78-2023, la même période pour les préférences culturelles et pour l'immigration en 1984. Le truc intéressant, c'est que du coup, ces indices, le truc vraiment intéressant de ces indices, c'est leur sens, comment ça évolue. Effectivement, 0, ça serait un monde dans lequel vraisemblablement, dans cette salle, peu de gens auraient envie de vivre. C'est-à-dire que c'est un monde dans lequel, effectivement, Dominique Seux serait ravi. C'est un monde dans lequel Éric Zemmour serait ravi. Voilà, le sang, c'est un monde dans lequel les militants de la CGT et de Sud seraient ravis. Voilà. Donc, et bien voilà ce que ça donne. Et là, on est à la page 60 du bouquin, donc il y en a 300 et quelques. La page 60 du bouquin, elle vous raconte effectivement que, notamment sur la question culturelle, il y a un avant et il y a désormais un après, quoi. Et c'est quand même assez impressionnant de voir combien, effectivement, dans le temps, ces questions d'autoritarisme, ces questions de peine de mort, ces questions de place des femmes, ces questions d'acceptation des LGBT ont considérablement changé. Et pour vous donner un exemple plus frappant encore, cette fois-ci sur les questions vraiment LGBT, là, cette zone-là, les rouges et les jaunes, sont des questions qui renvoient à l'acceptation de l'homosexualité comme sexualité. Mais dans les années 70, on était dans un monde où entre 75 et 80% des répondants disaient que l'immigration n'est pas une manière acceptable de vivre sa sexualité. Que si ils apprenaient que leur fils était homosexuel, ils feraient tout pour lui faire changer d'avis. On est dans un monde qui était effectivement un monde extrêmement dur sur ces questions-là. Bon, ben voilà, aujourd'hui, on est à plus de 90% de soutien. Ça ne veut pas dire qu'il y a que l'homophobie a disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'agression homophobe. Mais ça veut clairement dire qu'on est passé dans autre chose. Et on est passé dans autre chose, finalement, très 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 vite. À l'échelle d'une société, c'est à peine une quarantaine d'années. Voilà. Ici, en vert, c'est la question de l'homoparentalité. On a commencé à mesurer, c'est le Crédom qui faisait ça, au début des années 2000, et là on était à 30% de soutien. Désormais, on est à plus de 70%. Sur la question du mariage homosexuel, on part à peine un peu plus d'une majorité, et lors des dernières années, on est à plus de 80% de soutien. Et là, vous comprenez pourquoi Marine Le Pen ne parle pas de ces questions-là. Et voire même au contraire, des collègues, je pense à Étienne Ollion et à Michel Fussel, vont même vous dire que, en fait, si le RN ne se positionne pas sur ces questions, voire même se place comme défenseur des droits des LGBT, c'est justement pour paraître moderne. Parce que de fait, et c'est peut-être là où Audrey Taillot a tort, se positionner contre, c'est aller contre le sens de l'histoire. Ici, c'est les questions trans. Et là, déjà, la question trans, on est dans un soutien qui reste majoritaire. La question qu'on a posée, c'est les personnes doivent pouvoir changer leur de genre sur leur papier d'identité si jamais ils le souhaitent. Figurez-vous que c'est ce que de trouver aberrant un certain président de la République dans la première semaine de la campagne des législatives anticipées. Manu, t'es pas dans le bon sens de l'histoire sur ce coup. Et pas que sur celui-là. Là, on est sur l'immigration. Alors, vous pouvez vous dire, ça bouge et ça monte et ça descend. Effectivement.
c'est beaucoup plus heurté. En 2005, par exemple, on a une chute. Entre 2009 et 2014, on a un sacré retour en arrière. Mais à la fin de la période, on est quand même largement plus proche de la tolérance qu'on ne l'était dans les années 80. Et en fait, on n'est même pas loin de ce qui se passe sur la question du reste de la dimension culturelle. Donc, droitisation, non. Mais attendez, c'est pas fini, je vais vous montrer ça derrière. En dessous, parce que ça me paraît aussi important, c'est sur la dimension socio-économique. La dimension socio-économique, vous voyez que c'est plus... on y est tous passés, je ne sais pas si vous vous souvenez, les oscillographes, là. Voilà, ça monte et ça descend, ça a l'air d'être cyclique, et de fait, ça l'est, ça tient beaucoup à qui au gouvernement. Mais on ne peut pas dire, à la différence de ce qui se passe là-haut, qu'il y ait eu une progression continue vers plus de redistribution ou vers moins de redistribution. Je sais que Dominique se va être très triste, mais les Français ne se sont pas convertis en bloc à l'économie de marché. Les Échos sans doute, les lecteurs des Échos sans doute, ses amis sans doute, mais pas les répondre. Et voire même, il y a quand même des histoires assez intéressantes. Là, on est en 2011, on est à un moment où François Hollande va être en position de l'emporter contre Nicolas Sarkozy. Un des narratifs, une des manières de raconter cette élection, c'est François Hollande le vote Hollande, c'est un vote contre Nicolas Sarkozy, contre la personnalité et le style de Nicolas Sarkozy. Et Coco, c'est pas vrai. François Hollande, il arrive à un moment où il y avait une remontée des demandes socio-économiques qui était grosso modo au même niveau que la fin des années 70 qui a vu arriver François Mitterrand. Autrement dit, on était loin d'en avoir fini avec la place de l'État dans l'économie, la redistribution, l'égalité, etc., etc. Tout ce qu'on renvoie en politique économique de gauche. François Hollande, son ennemi, c'était peut-être pas vraiment la finance, mais en tout cas, du côté de ses électeurs, ça renvoyait à quelque chose qui avait un sens. Et donc ça, c'est pas rien. C'est pas rien parce que ça veut dire que ce n'est pas fini. Et voire même, je vous le montre rapidement, quand on essaye de regarder ce qui se passe, notamment sur les catégories socio-professionnelles, entre les ouvriers, j'ai mis les codes couleur simples, les ouvriers en rouge, les employés en jaune, les indépendants en bleu et les cadres en bleu ciel. En gros, les groupes de droite, les groupes de gauche. On est en 88, on est en 2022. Ce que ça montre, c'est que la polarisation sociale sur ces questions n'a pas disparu. Les ouvriers et les employés, ils sont toujours en demande de redistribution. Alors ça varie d'une élection à l'autre en fonction des questions présentes dans les enquêtes, mais les ouvriers et les employés sont toujours en demande de redistribution, quand les indépendants sont toujours en demande de moins d'État, moins d'impôts, moins de taxes, etc. Et même chose pour les cadres. On n'en a pas fini de ce qui structurait dans les années 70-80 entre les votes de gauche et les votes de droite. C'est toujours là. Après, est-ce que les partis en face, et notamment à gauche, sont capables d'incarner ces trucs? Je vous ai dit que sur l'immigration, il y avait quand même une sacrée bonne nouvelle. C'est qu'on se rend compte que sur l'immigration, et sur la tolérance, etc., c'est notamment porté par deux phénomènes de long terme que sont le renouvellement générationnel et l'élévation du niveau de diplôme. S'il y a des profs dans la salle, je suis sûr qu'il y a des profs dans la salle, dites-vous que l'élévation du niveau de diplôme, ça a un impact majeur, ça fait baisser les préjugés. Vous servez à quelque chose. Mon Dieu. Mais c'est pas fini, il n'y a pas que ça. Une des histoires les plus intéressantes que raconte ce graphe, c'est un indice longitudinal par cohorte de naissance. Là-haut, c'est ceux qui sont nés en 87 et après. En jaune, c'est ceux qui sont nés dans les années 40 jusqu'à 1955, en gros les boomers. Là, c'est ceux qui sont nés avant la Seconde Guerre mondiale, 1940 et avant. Et moi, je suis dans la ligne verte. Voilà. Il y a un truc vraiment intéressant à remarquer, c'est que plus une génération est récente, plus elle est tolérante. Et cette génération bleue, là, qui s'éloigne très haut, qui va très haut, elle compte désormais pour un tiers des échantillons de la CNCDH. Donc c'est pas un tout petit truc, c'est un tiers de la population. Donc rien que ça, rien que par le fait que
cette génération s'en va et qu'une autre arrive, vous pouvez comprendre pourquoi il y a une élévation du niveau de tolérance. Mais il y a encore une autre histoire. On nous dit régulièrement que la France vieillit. C'est démographiquement vrai. On dit aussi que plus on vieillit, plus on devient conservateur. Alors ça me plaît pas personnellement, je lutte contre ça. J'imagine que vous aussi. Mais en l'occurrence, c'est pas ce que raconte ce graphique. Ce graphique, il raconte que dans toutes les générations, déjà là, en 1999, eh bien aujourd'hui, elles sont plus tolérantes. Elles se sont bonifiées avec l'âge. Et en fait, pour expliquer ce qui se passe derrière, c'est que vraisemblablement, il se joue ce qu'on appelle un effet de socialisation inversée. Pendant longtemps, on pensait que c'était les parents qui pesaient sur les valeurs des enfants. Et bien, ce que montre ce graphe, c'est que vraisemblablement, les enfants pèsent sur les valeurs des parents et des grands-parents. Ça vaut pour la tolérance à l'endroit des LGBT, ça vaut pour les questions climatiques, ça vaut pour les questions d'immigration. Le tonton raciste pourrit les dîners. Ok. La nièce woke, bon, parfois elle nous énerve. Mais en fait, la nièce woke, elle commence à faire réfléchir le tonton raciste et elle réussit à le faire bouger. Sur le temps long, c'est une sacrément bonne nouvelle. Autrement dit, si on fait le point, la gauche socio-économique, en tout cas ce qui pourrait être la gauche socio-économique, ça n'a pas disparu. Les ouvriers de Dunkerque ne sont pas seuls. Il y a des gens qui entendent et qui sont prêts à soutenir ce genre de choses. Sur les questions culturelles, on n'a jamais été aussi de gauche, y compris sur les questions migratoires. Et ce que raconte ce graphique, c'est que c'est pas prêt de s'arrêter. Et donc, du coup, une fois qu'on a tout ça, mais alors pourquoi RN aussi haut? Pourquoi une gauche pas au pouvoir? Pourquoi autant de débats qui nous paraissent délirants, en tout cas, qui ne racontent pas ces évolutions-là? Et bien là, c'est le chapitre 2 sur la question de ce que j'ai appelé le bruit de fond conservateur, ou le conservatisme d'atmosphère. Et effectivement, alors c'est pas un des... c'est un des chapitres sur lequel je ne suis pas forcément le plus outillé. Mais du coup, je me planque derrière les copains. C'est ça aussi de travailler sur quand on veut être scientifique, c'est qu'on ne pense pas tout seul. On va voir, on lit les collègues, on regarde ce qui se passe, on apprend, etc. Et il y a plusieurs choses à retenir de ce chapitre. J'en suis à combien de temps là? Parce que j'ai prévenu, je suis capable de faire 3 heures sur ce livre. Encore une petite demi-heure, ça serait... Cool. Je m'attendais à pire. Donc, je vais quand même dire 3-4 trucs qu'il faut retenir. Première chose, des conservateurs, des intellectuels conservateurs qui essayent de faire passer un message conservateur, il y en a toujours eu. Hein. C'est ce que montre Frédéric Matonti, c'est ce que montre aussi Gérard Noiriel quand il avait fait ce travail qui comparait, alors je sais plus, c'est pas Maurras, c'est Druon et Zemmour, et en gros, il nous montrait qu'effectivement, ce que raconte Zemmour, ça existait déjà sous la Troisième République, voire même c'était peut-être pire sous la Troisième République. Et effectivement, on a tendance à oublier combien les débats intellectuels pouvaient être violents, ad hominem, qui brassaient largement avec un discours antisémite, royaliste, anti-républicain, enfin, les États confédérés, enfin, c'était horrible, quoi. Donc, c'est pas nouveau. Et voire même ce que dit Frédéric Matonti dans son bouquin « Comment sommes-nous devenus réac », c'est qu'un certain nombre des tropes du discours conservateur actuel, tenus par des Finkielkraut, tenus par des Elisabeth Badinter, tenus par des Pascal Bruckner et même des Paul-André Taguieff, Pierre-André Taguieff, pardon, il le tenait déjà dans les années 90. À ceci près que, d'abord, ils ont fait carrière, et désormais, on les entend plus. En gros, dans les années 80, Finkielkraut disait déjà « Ah là, à cause du politiquement correct américain, on remet en question les relations entre les hommes et les femmes, et la drague, etc. » Et on retrouve son discours sur MeToo. Déjà dans les années 80, il considérait que le rock'n'roll c'était très très mauvaise musique.
Il y a des fans de Johnny Hallyday dans la salle, donc voilà. Bah, maintenant, il dit ça du rap, quoi. Donc, rien de nouveau. À ceci près que désormais, ils sont plus forts, plus structurés, ils ne sont plus seuls. Il y a désormais effectivement tout un écosystème avec des nouveaux intellectuels, plutôt des jeunes mecs qui reconnaissent plus la gauche qu'ils n'ont jamais connue. Je pense à des Samuel Valentin, voilà, de tous ces gens, vous verrez, on en reparlera. Dont Samuel fait aussi, Paul Valentin, enfin voilà, tous ces gens, ils en sortent régulièrement des nouveaux. Et qui en plus ont désormais effectivement la possibilité d'écrire dans des journaux, d'être présents sur des plateaux, d'écrire des tribunes, etc., etc. Donc effectivement, il y a un écosystème qui donne l'impression d'une force de frappe assez impressionnante. Mais il y a surtout chez eux une vraie force dans la capacité à retravailler certains concepts que la gauche et les camps plutôt favorables à l'émancipation mettaient en avant. Typiquement, ce sont des gens qui vont vous expliquer qu'ils sont féministes et que l'ennemi, c'est les mecs racisés musulmans. C'est des gens qui vont vous dire qu'ils sont républicains. C'est des gens qui vont vous dire qu'ils sont laïcs. Et alors même, la définition de la laïcité des années 90, qui était une mise à distance de la religion, notamment hors de l'école, etc., mais ça, non. Ils ont transformé le concept pour en faire une laïcité identitaire qui aboutit à désigner comme l'ennemi les musulmans. Et par contre, cette laïcité identitaire n'a aucun problème à défendre ce qu'ils appellent l'identité traditionnelle de la France. Et l'identité traditionnelle de la France, elle est blanche et catholique. Donc autrement dit, ce n'est plus un problème pour eux de faire de la laïcité et de parler des racines chrétiennes de la France. Et donc effectivement, en réussissant à renverser ces concepts-là, en réussissant à se les approprier, d'abord, ils empêchent effectivement d'autres appropriations, en tout cas ils entretiennent de la confusion, ils tiennent les débats, et surtout, ils se sont quelque part normalisés. Et cette confusion-là rend les choses extrêmement dures. Ce d'autant plus que tout ça a lieu dans un système médiatique qui lui-même a évolué. Il fut un temps, effectivement, des médias politisés, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu des bulles de filtre. C'est pas Internet qui a inventé les bulles de filtre. Ils sont rares les lecteurs de l'Humanité dans les années 70 qui lisaient le Figaro. Et inversement. Faisons un petit point sur nos pratiques. Donc, c'est pas nouveau qu'il y a des effets d'enfermement. À ceci près que, désormais, effectivement, il y a de moins en moins de médias sur lesquels on va tous se retrouver pour regarder la même émission politique. Donc, effectivement, il y a un côté chacun chez soi qui est assez impressionnant. Le deuxième mécanisme impressionnant, c'est très clairement CNews, c'est Fox News. C'est-à-dire que CNews, ça ressemble à une chaîne d'information continue, ça a un plateau comme une chaîne d'information continue, ça a un habillage comme une chaîne d'information continue, mais c'est pas une chaîne d'information continue. C'est une chaîne d'opinion. Et cette chaîne d'opinion, elle se démultiplie aujourd'hui avec Europe 1, avec le JDD, etc. Et contrairement, parce que je m'en suis pris, ils m'aiment pas. En gros, Eugénie Bastier a sorti, pour le sociologue, le citoyen est bon et CNews le corrompt. Alors non, CNews ne le corrompt pas. Je pense que CNews, très clairement, parle à des convaincus. C'est-à-dire que les gens qui regardent CNews ne se convertissent pas au conservatisme. Ils sont conservateurs. Et ils sont ravis parce que désormais, il y a une chaîne qui leur parle directement. Voilà. À ceci près que CNews se vante d'être la première chaîne d'information continue de France, c'est le truc rouge là tout en bas. En termes d'audience, en tout cas en 2024, ils étaient à 3,1 en moyenne, et semble-t-il, ils sont passés à 3,5. Ok. Arte était à 2,8. Donc on parle un petit peu du fait que CNews c'est du succès, mais CNews c'est un succès limité. Ce ne sont pas 10 millions de personnes qui regardent CNews.
En revanche, et c'est là où effectivement ils ont un rôle, mais surtout ça doit interroger ce que font les autres rédactions des autres médias, ce que font les responsables politiques face à ça, t'es toujours là toi, c'est que eux, ils ont effectivement un agenda. Et je vous engage, je ne l'avais pas dans le bouquin. Le truc est sorti à la fin de l'année et je me suis dit, merde. Donc l'INA a mis en place ce truc qui s'appelle donc data.ina.fr, sur lequel vous pouvez aller quand vous voulez, et qui nous permet de voir de quoi parlent les chaînes d'infos. C'est génial. Le wokisme, le nouveau danger civilisationnel pour la France, qui c'est qui en cause? C'est CNews. Et c'est que CNews. Francocide. Vous vous souvenez cette tentative de... Ah non, peut-être pas parce que ça a foiré. Mais en gros, après son échec présidentiel ou législatif, Éric Z d'essayer de revenir dans le game et en lançant un concept de francocide sur la base en fait du féminicide. Et le francocide, c'était l'idée de dire, regardez, il y a des assassinats de Français parce qu'ils sont français. Qui c'est qui est en cause? C'est CNews. Et je me suis amusé, alors je ne l'ai pas là, mais je l'adore. Quand est-ce que CNews se met à parler des féminicides? En 2024, uniquement lors de l'affaire Philippine. Donc il y a eu 150 féminicides, ils ont parlé que de l'affaire Philippine. L'affaire Philippine, c'était cette jeune étudiante originaire de Versailles à Dauphine qui effectivement était assassinée par migrants sous OQTF. Voilà, c'est le seul moment où les féminicides apparaissent. Et parce que ça va avec leur narratif. Donc, très clairement, CNews, c'est une entreprise idéologique. Ce qui m'énerve, c'est que du coup, on a un certain nombre de partis qui pensent que c'est sur CNews qu'il faut aller. Alors, que la droite et l'extrême droite y aillent, possiblement leurs électeurs, c'est vraiment leurs électeurs. Le public de CNews est terriblement avant. Mais, que les macronistes y aillent aussi et pensent que c'est la vraie France, là il y a un souci. Que les autres médias se mettent à suivre CNews, là il y a un souci. Et là il y a un vrai travail journalistique à redéfinir ce que c'est que de faire du bon journalisme. Donc voilà. Et la vraie force de CNews et des autres, parce qu'il n'y a pas que, du coup, vous êtes le Rassemblement National, vous avez intérêt à ce qu'on parle comme ça. Vous avez intérêt à ce que des médias parlent comme ça. Et ça marche. Donc voilà, l'enjeu, il est là, droitisation, pardon. Alors il n'empêche qu'on va me dire, ouais, mais bon, la gauche, du côté des catégories populaires, c'est pas ça, du côté, du côté des votes, c'est pas ça, comment on explique? Et c'est là où on commence à revenir dans des zones que je maîtrise un peu mieux, c'est-à-dire les citoyens. Et là, se racontent des choses vraiment importantes à avoir en tête. Effectivement, un des premiers points, c'est que la gauche a perdu les catégories populaires. Mais c'est en partie à cause d'eux, c'est en partie à cause des partis, mais c'est aussi parce que dans ces milieux, il y a eu des transformations extrêmement lourdes qui ont abouti notamment au retrait du nous. Et c'est quelque chose de très fort qu'on retrouve du coup dans les formes d'emploi atypiques. C'est comme ça que l'INSEE appelle les intérimaires, appelle les CDD, appelle tous ces contrats courts. Voilà. Et donc effectivement, la montée en puissance d'un précariat, la montée en puissance d'une ubérisation, c'est la fin des collectifs de travail, c'est la fin effectivement de ce nous qui permettait à des jeunes mecs et des jeunes femmes de se socialiser, de se mobiliser, de se syndiquer et de comprendre que la situation à laquelle ils et elles étaient confrontés était quelque chose de systémique. Aujourd'hui, et c'est notamment ce que montre... S'il vous plaît, monsieur. Ouais. Je peux vous demander de reformuler 3 mots sur ce... Je ne sais pas ce que c'est que la société en sablier, je ne sais pas ce que c'est que la conscience triangulaire, j'y arrive. ainsi que le work. Non mais c'est normal, je n'ai pas les prérequis, mais si vous pouvez en tenir compte. Oui, c'est très bien. Charisme, je ne sais pas donc. Ça vient, rassurez-vous, ça vient.
Et merci de votre temps. Effectivement, donc pour revenir à ça, donc on est, pour faire schématique, on part d'un monde, dans les catégories populaires, notamment des années 70, où les gens avaient le sentiment d'appartenir à un groupe, les ouvriers. Et ce qui était encore plus frappant, c'est qu'ils avaient l'impression d'appartenir à un nous, ouvriers, alors même qu'ils n'étaient pas nécessairement eux-mêmes ouvriers. Aujourd'hui, quand on pose la même question de avez-vous le sentiment d'appartenir à une classe sociale, à un nous, la première réponse des ouvriers, c'est non. J'ai pas le sentiment d'appartenir à une classe sociale. Autrement dit, déjà le nous marche moins bien. Il y a encore une demande d'ouvriers, mais vous voyez cette petite ligne bleue? C'est ce qu'on appelle la moyennisation, c'est-à-dire que vous avez déjà des ouvriers qui disent appartenir à la classe moyenne. C'est encore plus vrai chez les employés et les professions intermédiaires. Et ces deux groupes, dans les années 70, se définissaient d'abord de la classe ouvrière. Autrement dit, ils étaient peut-être un peu au-dessus, mais ils se sentaient appartenir à ce monde-là et se sentaient solidaires des luttes de ce monde-là. Désormais, ils ont l'impression d'être des cadres. Et cette moyennisation, cette impression d'appartenir à la classe moyenne, alors que entre un ouvrier, un employé et un cadre, ça va jusqu'à 3, 4, 5 fois la différence salariale, c'est un trou noir sociologique. C'est faire que les inégalités sociales ne sont plus visibles. Ce d'autant plus qu'effectivement le syndicalisme, qui était quand même là pour conscientiser, a considérablement reculé. On arrive, du coup ça c'est la moyennisation subjective, et on arrive à l'émergence d'un nouveau type de conception de la société, qui est effectivement cette conscience triangulaire qui est catastrophique en termes d'imaginaire, catastrophique en termes de lecture par les catégories populaires de leur place et de où ils sont, et de quelles sont les luttes qu'ils devraient mener, quelles sont les luttes pour lesquelles ils devraient se mobiliser. La conscience triangulaire, c'est quelque chose qui a émergé avec Olivier Schwartz dans les années 90, et il travaillait sur les chauffeurs de taxi de la RATP. Et il remarquait que la manière dont il fut un temps, on voyait le monde entre eux et nous, les bourgeois contre les prolétaires. Et il voit émerger, alors il y a toujours les bourgeois, on les aime pas, mais à côté des prolétaires, émerge une nouvelle catégorie qu'on appelle les cassos, les profiteurs, les assistés. Et en gros, c'est pas que le discours des gens de droite. C'est un truc qu'on retrouve dans la petite, dans les classes intermédiaires, voire les classes populaires. Et ce que montre Félicien Faury, c'est qu'aujourd'hui, cette conscience triangulaire, elle s'est généralisée, et notamment parmi les électeurs du RN, et surtout, elle aboutit à être racisée. C'est-à-dire que les cassos, les profiteurs, les fainéants, ceux qu'on ne veut pas être, ceux qui touchent des allocs alors que nous on n'a rien, c'est des immigrés, c'est des musulmans, c'est des pas chez nous. Et donc c'est un des moteurs les plus puissants pour expliquer effectivement pourquoi parmi les ouvriers, parmi les employés, il y a effectivement du vote RN. Et se rajoute effectivement ce qu'on appelle le workfairisme. Et donc, en fait, le workfairisme, c'est typiquement tu veux un job, t'as juste à traverser la rue, ou le vieux port, t'as juste à prendre ta bagnole et aller dans l'usine qui fonctionne à 80 km de chez toi. T'as juste à faire les efforts. C'est, il y en a marre de ces gens au RSA qui glandent rien, on va les remettre au travail. C'est cette idéologie-là. Et cette idéologie-là, elle a fortement infusé dans certaines catégories populaires. Pas toutes, heureusement. Mais vous allez voir que ça a un impact assez impressionnant sur les votes. Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, 2022. Lib++, c'est Dominique Seux. SOS++, c'est Karl Marx. Jean-Luc, du coup, il fait ses meilleurs scores chez les plus favorables à leur distribution.
Macron, il fait ses meilleurs scores chez les plus libéraux. Marine Le Pen, c'est un peu différent. C'est un peu étal, c'est-à-dire qu'elle récupère chez les libéraux comme chez les favorables à la redistribution, mais pas n'importe comment en fait. Elle récupère parce que arrive cette idéologie workfariste. J'ai juste pris une question. C'est les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. Les gens qui vous disent non, paf, ça aboutit à 50% de vote pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour. 50%. S'ils disent oui, ça tombe à 25%. Et où est-ce qu'on les retrouve? Chez Le Pen. Et donc effectivement, Le Pen bénéficie à fond de cette idéologie-là. Et donc, une des premières histoires, c'est celle-là. Mais attention, les catégories populaires, les ouvriers, les employés, ils ne votent pas tous Rassemblement national. Effectivement, 53% des ouvriers qui se sont déplacés lors des dernières législatives ont voté pour le RN, beaucoup plus que pour la gauche du coup. Mais en fait, si on ramène aux inscrits, ces 53%, c'est à peine un quart des employés et des ouvriers. Il y a près d'un ouvrier, un employé sur deux qui ne s'est pas déplacé. Autrement dit, cette idéologie workfariste, ça parle à une partie des catégories populaires, mais pas à toutes les catégories populaires. Il faut bien l'avoir en tête. S'il ne se déplace pas, s'il y a un ouvrier, un employé sur deux qui ne se déplace pas, c'est que l'ensemble de l'offre politique pose problème. RN compris, mais gauche comprise, LFI comprise, ELV comprise, PS comprise. L'ensemble de l'offre politique. Voilà donc la deuxième lame. Il me reste combien de temps? 10 minutes. Je suis désolé, là j'avais dit que... Il fallait être dessus. Bon, ce que je vais vous raconter, effectivement, c'est que un des mécanismes, et ça renvoie en fait aujourd'hui à un débat, notamment du côté de la LFI et ailleurs, sur l'idée d'un quatrième bloc, en gros, est-ce qu'on pourrait faire revenir les démissionnaires, est-ce qu'on pourrait faire revenir les abstentionnistes? Donc je vais vous montrer effectivement qu'une partie de l'histoire qui explique notamment la faiblesse de la gauche, c'est que la déception produite notamment par le mandat de François Hollande, mais pas que, aboutit effectivement à ce que des citoyens qui pourraient voter pour la gauche culturelle, la gauche socio-économique, ne se déplacent pas. Parce que pour eux, être citoyen, c'est plus simplement être électeur. Et donc, il va falloir commencer à comprendre que l'abstentionnisme, ce n'est pas qu'une histoire de domination, ce n'est pas qu'une histoire de citoyenneté de mauvaise qualité, c'est qu'au contraire, il y a désormais dans la société française un nombre important de citoyens pour qui voter, ça ne suffit plus. Ils ne veulent plus être des simples électeurs qui mettent un bulletin dans une urne et qui, dès lors que le bulletin a été mis dans une urne, est transformé en soutien pour un candidat ou un parti. Ça ne fonctionne plus. Ça ne veut pas dire que ces abstentionnistes ne sont pas ils ne sont plus citoyens du tout. Ils sont citoyens autrement. Ils sont citoyens autrement. Ils vont être citoyens dans les assos, ils vont être citoyens dans les pétitions, les manifs, mais très clairement, ils ne seront plus des citoyens qui s'en remettent à des élus. Ça, c'est fini. Et donc, ça se comprend de plein de manières différentes. D'abord, pendant longtemps, notamment en sociologie électorale, les abstentionnistes, pour nous, c'était des sans-avis, des dominés, des citoyens qui ne maîtrisaient pas forcément les choses. Ce qu'on appelle de l'abstentionnisme sociologique. Et cet abstentionnisme sociologique, on le retrouvait chez ceux qui se mettaient au centre, en gros, qui se caractérisaient donc par fluidité, inconsistance, absence de structure mentale et de tendance, enfin bref, en gros, c'était des sans-avis. Cette forme-là, elle existe toujours, mais elle est désormais minoritaire. L'essentiel des abstentionnistes sont des abstentionnistes d'une autre nature, une nature beaucoup plus politique, une nature beaucoup plus ancrée et de refus.
Il fut un temps, on avait commencé à parler des abstentionnistes dans le jeu, c'est-à-dire des abstentionnistes à la fin des années 90, à Nuxel qui parlait d'eux. Ils disaient, en gros, ils refusent le choix qui leur est proposé, ils s'abstiennent. C'est une abstention politique. Ouais, mais cette abstention, elle pouvait être structurelle, elle était conjoncturelle, elle est désormais structurelle, et elle touche des générations. Et le renouvellement générationnel joue à fond sur ça. Là, je suis désolé, hein, je fais mes trucs de... Voilà, encore une fois, je fais de la sociologie, j'essaie d'avoir des données. Donc, ce graphique, je l'aime beaucoup. Et surtout, il rend hommage à des très très belles enquêtes, qui sont des enquêtes de l'INSEE, les enquêtes de participation de l'INSEE, où en gros, l'INSEE va vérifier que les gens se sont effectivement déplacés aux urnes. Et donc, ça permet de faire plein de choses. Donc, je les ai en 2002, 2007, 2012, 2017, 2022. Et j'ai notamment la possibilité de voir si les gens se sont déplacés aux 2 tours des présidentielles, aux 2 tours des législatives. Ça aboutit à une typologie où on a les abstentionnistes systématiques. Cette typologie, c'est François Héran qui l'a construite. Donc en gros, des gens qui se sont déplacés à aucune élection. Les votants intermittents qui se déplacent à certains scrutins et pas à d'autres, et les votants constants. Et le truc le plus impressionnant, c'est qu'il n'y a pas un décrochage de l'ensemble des jeunes générations. Le seul vrai décrochage, c'est notamment les personnes qui sont nées en 1927 et avant, et qui donc en 2017, en 2022, ont presque 100 ans, donc elles sont encore sur liste électorale, mais probablement plus en capacité de pouvoir se déplacer. Voilà. Mais le truc intéressant, c'est de constater qu'il y a des votants constants, c'est les boomers, c'est les gens nés dans les années 40 et les années 50. Eux, ils sont toujours là. Ma génération, c'est plutôt les jaunes, il y a déjà moins de votants constants. Et les générations qui suivent, il y en a encore moins. Et surtout, on peut suivre ces générations sur 20 ans. Et donc, ce n'est pas une histoire d'une élection en particulier. Effectivement, aujourd'hui, la culture le vote, c'est plus automatique pour les générations des quinquagénaires et d'après, et d'avant. Donc autrement dit, on est aujourd'hui dans une situation où l'essentiel de ceux qui peuvent être des électeurs sont des électeurs intermittents. Ils se déplaceront parfois, mais pas toujours. Surtout, il y a des inégalités sociales de malades. Est-ce que ce ne sont pas n'importe quel type de boomers qui se déplacent? Les cadres devant les ouvriers et les employés, les riches devant les pauvres, les diplômés devant les non-diplômés. Donc, mine de rien, les boomers se déplacent de manière constante, mais ce n'est pas n'importe quel type de boomer. C'est même plutôt du boomer sociologiquement aligné sur la droite. Ça, Patrick Lerain l'a déjà montré. La mauvaise nouvelle, c'est que les boomers vieillissent. Et ce ne sont pas n'importe quel type de boomers qui vont rester. Et là, on peut regarder ce qui se passe dans la génération noire, celle née avant 1940. Vous remarquez que les anciens cadres de cette génération, ils sont toujours là. Les diplômés supérieurs, ils sont toujours là. Les riches, ils sont toujours là. Ceux qui décrochent, c'est les employés et les ouvriers. Les moins diplômés, les pauvres. Autrement dit, vraisemblablement, que les inégalités face au vieillissement vont faire que les boomers qui restent sont les boomers conservateurs. Et donc, ils sont minoritaires dans la population, mais parce qu'ils se déplacent, ils vont continuer à beaucoup peser sur les urnes. Et là, on voit aussi combien le décrochage générationnel face au vote est un décrochage qui va toucher les cadres, qui va toucher les employés, les ouvriers, les diplômés, les peu diplômés, les riches et les pauvres. Et en fait, derrière, ça nous raconte combien les catégories populaires ont décroché du vote parce que le vote ne les satisfait plus, mais pas que les diplômés, les cadres. Autrement dit, ceux qui portent la gauche socio-économique, ceux qui portent la gauche culturelle, ont décroché. Et là, je sens que j'ai plus que 2 minutes. Ça va être la conclusion, mais c'est pas mal. Ce que je veux montrer, c'est que cette histoire, effectivement, est une histoire qui renvoie à l'offre politique, qui renvoie à la manière dont, en France, on a fait comme si la démocratie, ce n'était que le vote et la représentation. Or, la représentation dans son ensemble est remise en question. Et je le prouve de 2 façons. Sur le placement à gauche et à droite et sur la proximité partisane.
J'adore ce graphe, qui commence en 1976, où j'ai 1 an, et qui va jusqu'en 2023. Il n'y a pas de droitisation, vous avez remarqué, la droite ne remonte pas. En revanche, la gauche s'est cassée la gueule. 2011, 2013. Waouh, effectivement. Et ce qu'on constate, c'est du coup la montée des non-alignés. Alors, vous pourriez me dire, bah ouais, mais c'est normal, la gauche c'est le PS, la droite c'est l'UMP LR, les macronistes et les lepénistes, ils sont dans le noir, on y reviendra. Ce qui est assez frappant, c'est que ce désalignement, il touche les ouvriers, les employés, et il touche les jeunes générations. Exactement les mêmes décrochages que pour le vote. Et alors ceux qui me disent gna gna gna, oui mais RN, Macron, etc. Eh bien ok, proximité partisane, vous sentez-vous proche d'un parti. Donc Manu et Marine, hein, ils commencent à se battre à ce moment-là. Ben, voilà le pourcentage de gens qui désormais se disent sans parti en France. On est à plus de 60%. Il fut un temps, dans certaines enquêtes, on était à 10%. On est désormais à plus de 60%. Les partis en France, c'est que des nains politiques désormais. Il fut un temps, le PS était là c'était l'UMP, LR, etc. Effectivement, de la tête et des épaules, ils se sont cassés la gueule. Mais les macronistes, c'est les jaunes, Marine Le Pen, c'est les marrons. L'ensemble des partis français sont assis sur des têtes d'épingle sociologiques. Surtout, en fait, ça ne veut pas dire que l'ensemble des partis est indifférencié. Désormais, on est dans une situation où les citoyens qu'on interroge sont d'abord dans une logique de rejet plutôt que de soutien. Ici, on est en novembre 2023, on a eu la chance, on a pu poser cette question, c'est les probabilités de voter pour la LFI, le PS, le LV, le REM, le RN, le RN, le RN4. Les gens se situent d'abord contre. Ce qui les drive, ce qui les structure, c'est être contre. Et réfléchissez à ce qui s'est passé en 2024. Premier tour, effectivement, c'était pour ou contre Emmanuel Macron. Deuxième tour, c'était pour ou contre Jordan Bardella. Mais effectivement, on ne vote pas pour, on vote contre. Et on est quand même dans un système qui continue à faire comme si un vote, c'était nécessairement un soutien. Rappelons-nous d'Emmanuel Macron et de la réforme des retraites. Merci beaucoup. Je suppose qu'il va y avoir pas mal de questions. Ça serait bien parce que comme j'ai pas pu dire plein de trucs. Donc laissez-le parler encore. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de choses à soulever. Bonsoir, merci et bravo pour votre exposé tout à fait passionnant qui personnellement me remonte le moral un petit peu quand même parce qu'il était dans les chaussettes politiquement depuis un petit moment. Alors, première question rapide. Il y a la question internationale que vous avez évoquée de manière un peu fugitive, ce que je comprends. À la liste de pays que vous avez soulignés, on pourrait ajouter l'Argentine, on pourrait ajouter l'Angleterre, on pourrait ajouter la Pologne, la Hongrie, la Russie et l'Inde. C'est l'Inde qui m'intéresse notamment. Pourquoi je cite ces pays-là? Parce qu'on assiste, semble-t-il, à une sorte de dérive droitière massive à l'échelle mondiale, avec des pays qui ont une histoire et une sociologie complètement différente des éléments que vous venez de présenter. Comment est-ce que vous expliquez ce phénomène? Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, très rapide, c'est qu'effectivement, il se trouve que je suis enseignant, je ne sais pas comment vous avez deviné, qu'il y en a dans la salle, et que j'ai un échantillonnage alors, qui est infiniment moins représentatif que le vôtre, mais depuis 35 ans bientôt, je dois passer 140 élèves par an, et alors c'est un tout petit échantillon, dans le même lycée en plus, hein, voyez-vous, qui a un lycée moyen, de campagne, enfin voilà, passant. Et il y a un certain nombre d'items que je vois quand même émerger, ou en tout cas stagnants. C'est la question de la sécurité, du sentiment d'insécurité qui est vraiment extrêmement présent. C'est la question de ce que vous avez évoqué à propos des assistés ou d'assistanats, qui est une constante, mais vraiment, depuis des années et des années. C'est des propos racistes qui commencent à quand même à devenir un peu plus présents, mais je vois bien qu'il y a un effet de loupe. Il y a un phénomène où ils sont un peu plus décomplexés qu'avant. Voilà, ce phénomène-là existe. C'est un rejet d'une certaine forme d'écologie aussi, par exemple les éoliennes, ce genre de choses. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de discours hostiles à ça chez un certain nombre d'élèves, généralement issus du milieu populaire. Donc ma question est comment est-ce que vous expliquez, si vous acceptez le constat,
la présence de cette forme de ce qu'on pourrait quand même appeler une droitisation par le bas, peut-être résiduelle, j'en sais rien, mais en tout cas qui me semble rester présente. Merci. Je commence à répondre. Ouais. Alors, sur l'Inde, je n'ai pas les données. Je suis désolé. Il m'a fallu du temps pour pouvoir faire ça sur la France. Je crois qu'il y a une partie du mécanisme s'applique bien aux États-Unis, parce que là, je maîtrise les données. C'est-à-dire qu'on a le même type d'évolution vers plus d'acceptation des minorités sexuelles, même du multiculturalisme, de rejet des attitudes anti-black, etc. Donc il se passe vraiment des choses intéressantes et on n'en a toujours pas terminé avec les demandes de redistribution aux États-Unis, notamment une partie de l'histoire de l'élection de Barack Obama, c'est parce que Barack Obama a, lui, vu effectivement que entre la défaite de 1994 des démocrates et 2008, il y a eu une longue remontée des demandes de redistribution. Donc une partie de la victoire d'Obama, c'est un gars qui est à la fois capable de parler de gauche culturelle, pro-IVG, anti-armes, etc., et de gauche socio-économique, l'Obamacare. Ce qui, en revanche, n'a pas fonctionné avec Biden et Harris en 2024. En gros, quand je disais qu'ils ont perdu des voix, et que Trump ne les a pas gagnées, c'est que notamment dans des zones urbaines qui étaient des bastions démocrates, eh bien, il y a eu une sorte de grande démission aussi. Et quand on réfléchit au positionnement d'Harris, on comprend. Alors, c'est pas forcément de sa faute à elle, encore une fois, mais très clairement, Biden a laissé de côté effectivement la question socio-économique, notamment face à l'inflation, au pouvoir d'achat, et donc du coup, elle a fait des déceptions, quoi. Voilà. Et ça ressemble pour moi tellement à ce qu'a produit le PS dans les années 2010 que c'en est juste frappant. Il y a un deuxième bouquin fait par un collègue américain qui s'appelle Larry Bartels, alors sur des données plus faibles moins denses que les miennes, mais il trouve le même phénomène sur pas mal de pays européens. Donc je crois qu'une des histoires à garder en tête, c'est que c'est le cumul à la fois des valeurs qui vont plutôt dans le sens de la gauche, mais une déception face à ceux qui sont censés incarner cette gauche. Et donc ça renvoie en fait à la longue crise de la social-démocratie européenne. Sur ce que vous dites des jeunes, mais ça ne m'étonne pas non plus. C'est-à-dire que, grosso modo, ce que montrent nos données, c'est que c'est des données sur l'ensemble de cette génération. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conservateurs dans cette génération-là. On le voit notamment sur la question de genre, notamment sur l'attrait pour certains jeunes garçons des discours masculinistes, et on les teste aujourd'hui sur les enjeux dits de nouveau gender gap, sur est-ce que le féminisme est allé trop loin, est-ce que MeToo est allé trop loin, etc. Et on voit qu'il se passe des trucs, quoi. Et ça converge effectivement avec une forme de libération de la parole sur le racisme, sur l'homophobie, sur les assistés. Donc, en gros, c'est pas parce que la jeunesse est moins à droite que les plus anciens que toute la jeunesse est passée du bon côté. Ce d'autant plus, effectivement, que cette libération de la parole, on la constate aussi chez leurs parents, chez leurs grands-parents, dans leur milieu, et donc, effectivement, il se passe quelque chose, et donc les deux phénomènes vont un peu ensemble. C'est-à-dire que, en global, les jeunes sont effectivement plus tolérants, et d'ailleurs ça débouche sur des votes plutôt à gauche quand ils vont voter. Ça, c'est pendant les élections dites premier ordre, lors des présidentielles, etc. En revanche, les jeunes conservateurs, eux aussi, quand ils vont voter, ils ont un vote, et le vote est très clairement pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour. Et ce que vous me racontez sur l'écologie, sur l'assistanat, etc., je pense que ça renvoie effectivement aussi à la manière dont des cadrages conservateurs, des cadrages en sociologie et des médias, c'est la manière dont on parle d'un problème. Et donc les cadrages de l'écologie comme étant un truc de riche bobo urbain, mais ça marche. Et ça oblige effectivement à retravailler un discours, et on l'avait vu au moment des Gilets jaunes. C'est pas que les Gilets jaunes sont foncièrement anti-écologiques. Au début, effectivement, la mobilisation, c'était sur la taxe carbone, la taxe sur le diesel, etc. Mais quand on regarde comment ont évolué les demandes des Gilets jaunes qui sont restées sur les ronds-points, ça s'est remis à parler climat, ça s'est remis à parler inégalité
face effectivement à ces enjeux-là. Ça s'est remis à part Eric, et donc il est tout à fait possible de faire une écologie populaire. Mais simplement, il y a des acteurs politiques qui n'ont aucun intérêt à ce que ce discours-là émerge. C'est tellement plus simple de dire les éoliennes, la bagnole, ils veulent vous empêcher de manger de la viande, etc. Plutôt que de rappeler que vraisemblablement, les premiers qui vont souffrir du réchauffement climatique, c'est les catégories populaires. Merci. Oui, j'aurais plusieurs questions. Je vais me concentrer sur 2 questions. La première, c'est l'utilisation du terme un soutien libéral aux mœurs. Est-ce qu'il ne s'agirait pas plutôt d'un finalement on s'en fiche, hein, tu es homo, c'est bien, tu es homo, vas-y mon Dieu, et puis, etc. Hein, et puis alors le deuxième, c'est est-ce qu'on ne devrait pas introduire dans les critères, alors moi ça m'apparaît très très fort, je suis peut-être un peu décalé parce que j'ai vécu beaucoup en Grande-Bretagne, mais cet engouement français pour le pouvoir personnel, l'homme providentiel, je n'ai jamais vu ça en Angleterre, et est-ce que c'est un fait de gauche ou de droite, voilà, et bon, je voulais dire aussi à propos la première rubrique, mais ça correspond peut-être à l'effondrement du catholicisme comme maître à penser. Voilà, on fait ce qu'on veut maintenant, on n'a pas besoin du prêtre ou du pape qui va nous dire ce qu'il faut faire. Donc je suis moi, je suis resplendissant, etc. Merci. La salle est trop grande. Bonsoir, merci tout d'abord pour votre exposé, merci aux organisateurs parce que ça fait du bien. Ça fait du bien de parler de politique autrement, ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui peste contre Dominique Seux. Moi tous les matins je m'énerve quand on me pose sur la radio. Donc ça revigore un petit peu. J'avais d'abord un constat, effectivement, la pauvrophobie. Marie Toussaint en a parlé lors de sa campagne, les gens n'ont pas compris que c'était d'eux dont on parlait, et voilà, je passe. J'ai une question aux sociologues et aux chercheurs en sciences politiques. Au regard de ce qui se passe actuellement aux États-Unis sur le coupage des crédits, entre autres pour toutes les personnes qui pourraient avoir ne serait-ce qu'un minimum de réflexion par rapport aux élections, vous en tant que chercheur, comment ça se passe aujourd'hui en France et quelle solidarité vous avez par rapport aux États-Unis, aux chercheurs aux États-Unis? Je peux prendre Bonsoir. Sur un des graphiques que vous avez montré en 2017, les ouvriers sont super chauds pour la redistribution, et en 2022 un peu moins. Qu'est-ce qui explique ça d'après vous? Une autre question, est-ce que d'après vous, revenir à l'ouvriérisation des partis, comme le faisait le Parti communiste avant, même si on nous a arrêté, ce serait une solution, d'après vous, pour que les gens se sentent plus représentés par les partis, même si, bon, aujourd'hui, il faudrait prendre en compte aussi le fait qu'il y ait un chômage de masse, ce ne serait pas que les ouvriers forcément, mais voilà. Plein de questions. Je vais commencer par la dernière, si ça ne vous dérange pas. Je pense qu'il y a très clairement un enjeu pour la gauche à comprendre ce que sont les catégories populaires. Et d'ailleurs, les catégories populaires ne sont pas nécessairement que les ouvriers, bien au contraire. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail de remise en chantier de l'explication des inégalités sociales et de ce que sont les inégalités sociales.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, enfin, les années 70, l'ouvrier, il était en bas, l'employé, c'était considéré comme mieux. Eh bien, on peut très bien être dans une situation où aujourd'hui, un ouvrier qui bosse notamment dans la pétrochimie est beaucoup mieux défendu qu'une femme qui est dans le secteur des services à la personne, avec horaire atypique, avec possibilité de se faire virer très 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 vite, avec incapacité à concilier vie professionnelle, vie familiale, enfin vous imaginez tous les trucs qui vont avec, quoi. Et donc, il y a là pour ça, il y a quand même désormais une sociologie de la stratification sociale et des inégalités en bas, particulièrement forte. Et donc là aussi, il va falloir y travailler. C'est-à-dire que le prolétariat, il n'est pas nécessairement en usine. Le prolétariat, il est parfois chez nous. Et avec nos assistantes maternelles, et avec les aides à domicile. Voilà, donc c'est quelque chose d'extrêmement dur. Ce d'autant plus que l'imaginaire de l'ubérisation, tu vas pouvoir te faire plaisir, si tu bosses, tu vas réussir, etc. Ça travaille dans ces secteurs-là aussi. C'est-à-dire qu'il est impressionnant de voir Camille Penny, qui est un grand pote et en même temps un partenaire intellectuel depuis très longtemps, parle à ce sujet de, en gros, ils ont réussi à faire que, notamment ces femmes, soient auto-entrepreneuses de leur propre exploitation. Et c'est énorme, effectivement, parce que du coup, comment on fait pour parler de domination systémique, comment on fait pour parler de droits collectifs, comment on fait pour parler de syndicats, quand cet univers-là, et un nombre impressionnant d'entre elles, pensent qu'elles sont comme des artisans, les commerçants, les petits chefs d'entreprise, et qu'elles vont réussir. Avec tout ce que ça peut impliquer en termes d'inégalité. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité absolue à reprendre pied pour les partis. Ce n'est pas une ouvriérisation des partis, c'est un raccrochage au réel des partis. Et là, on est... Enfin, un des trucs, et ça fait un petit moment que je passe mon temps à le dire et le redire, les partis en plus, en termes de force militante, c'est pas grand-chose. Je ne sais pas combien il y a de militants LFI, mais on a vu combien il y en avait au PS, 24 000. On a vu combien avaient voté à ELLV. La dernière fois où on a des nombres de votes pour ELV, c'est lors de la désignation de Marie Toussaint, c'est 14 000 personnes. Lors du dernier congrès, Marie Tourdelier a été réélue, je n'ai pas vu les chiffres totalement. Mais comme pour Olivier Faure, on n'a pas vu les chiffres, on a que les pourcentages. Et ça vous dit quand même quelque chose. Les partis, c'est des têtes d'épingle dans l'électorat, mais c'est des têtes d'épingle sociologiques aussi. C'est-à-dire que, voilà, et vraisemblablement qu'il faut arrêter de penser que c'est les partis qui dominent. Ce qui domine, c'est les assos, c'est les réseaux, c'est même les syndicats. Il y a plus de membres de syndicats que de membres des partis politiques. Donc il y a un moment, il y a un vrai travail, et vraisemblablement que les forces intellectuelles, les forces capables de comprendre la société, les forces qui sont en connexion avec la société, c'est dans les assos. Il y a plus de connaissances des catégories populaires à Emmaüs qu'au PS. Voilà. Et quand on regarde, notamment, enfin moi ça m'a frappé, il y a une très belle thèse soutenue par Pierre-Nicolas Baudot, qui maintenant va devenir maître de conférence à Rouen sur le PS, c'est la question immigrée. Et il montre que le moment où le PS était le plus productif en termes d'idées, c'est le moment où il était dominé par le PC, et pour essayer de se muscler intellectuellement, il avait ouvert ses cercles de réflexion aux assos, il est allé chercher les experts des assos, les syndicalistes, etc. Bon ben, la solution pour la gauche, elle est vraisemblablement là. Sur la question de la recherche aux États-Unis, je pense qu'on est effectivement... Alors, nous, on n'est pas encore dans cette situation-là, mais on n'en est pas loin, en fait. C'est-à-dire que, très clairement, et ça devrait interroger l'ensemble de la communauté scientifique, ce qui se passe aux États-Unis, pas que les sciences sociales. Parce qu'effectivement, c'est les Grievance Studies, c'est les Women's Studies, c'est la Black Critical, enfin la Critical Race Theory qui se sont fait taper en premier par les républicains. Et en gros, c'est tous les savoirs critiques qui montraient ce que c'était que la domination raciale, la domination de genre, la domination sociale, et qui en plus
réussissez intellectuellement à lier ces différentes dimensions de discrimination. L'intersectionnalité, c'est pas un gros mot. C'est un très beau concept sociologique pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre, par exemple, que le genre, c'est aussi du social. Que quand on réfléchit aux catégories populaires, eh bien, il y a de la racisation dans les catégories populaires. Et donc, il faut y réfléchir. C'est pas qu'un ouvrier blanc. Voilà. C'est aussi une femme noire, etc. Donc, il y a vraiment un travail énorme à faire. Et c'est pas pour rien que les républicains ont commencé à taper. C'est parce que derrière, ce discours scientifique-là leur pose un vrai problème. C'est pas leur société, c'est pas leur monde. Et aujourd'hui, on se fait taper de la même façon. Ça commence par un Manuel Valls, mais entendez Retailleau sur les discriminations, entendez Darmanin sur les contrôles aux faciès que les sciences sociales ont amplement documenté en France. Il y a un moment, mince quoi. Enfin, on a des résultats, on ne peut pas dire qu'on ne sait pas, on sait aujourd'hui. On sait, je peux vous sortir les chiffres, trajectoire à l'origine, il y a tout ce qu'il faut. C'est extrêmement bien documenté, il y a un vrai souci, on ne fait rien. Et ce qu'on voit aux États-Unis qui devrait vraiment interroger, c'est que, ok, c'est les sciences sociales qui ont pris, mais maintenant c'est les sciences du climat, c'est les sciences médicales, la physique pour l'instant, je ne sais pas, mais ça ne va pas tarder. Donc c'est effectivement l'ensemble du monde scientifique qui est remis en question, et on voit très bien combien un discours scientifique est mis en équivalence avec un discours de tautologue, et ça commence sur un plateau de télévision, et ça se termine dans les débats publics. Et c'est un vrai enjeu. Sur la question, sur votre question, oui, il y a vraisemblablement, là aussi, je fais de la pub pour Penny, il va sortir un bouquin justement qui va un peu dans votre sens sur les catégories supérieures. C'est-à-dire que la tolérance envers les LGBT, envers les femmes, etc., quand on est un cadre qui gagne très bien sa vie, ça ne mène à rien. On peut très bien être tolérant, ça ne va rien changer à votre pouvoir d'achat, à votre vie, etc. Voire même, ça peut vous permettre d'avoir une posture morale bienveillante, là où après, tous vos actes vont être des actes de séparatisme social. Ou en gros, vous ne voulez plus aller à l'hôpital public parce que vous voulez être mieux traité, que vous ne voulez pas attendre aux urgences, vous voulez être traité différemment, vos enfants vous les mettez dans les lycées privés, vous faites en sorte de privatiser l'espace rien que pour vous à votre propre profit. Et donc effectivement, la théorie de Camille, c'est de dire que l'égoïsme des catégories supérieures est en train de, effectivement, fortement et durablement remettre en question la fabrique même de notre lien social et de notre modèle. Et ça vient d'en haut, ça vient. Et c'est pas les ultra riches, c'est effectivement des cadres d'entreprise, des cadres moyens qui commencent à raisonner comme ça. Et donc ça doit nous interroger. Et alors même que on a les ressources intellectuelles, les ressources, la capacité à raconter l'imaginaire qui fait que se mobiliser contre des agressions homophobes, des agressions racistes, des agressions classistes, ça fait sens. Est-ce qu'on se mobilise pour les plus faibles, pour ceux qui souffrent? C'est pas les professeurs d'université qui vont souffrir en premier que si le RN arrive au pouvoir. On prendra, mais c'est pas nous qui allons souffrir en premier. Donc effectivement, il va falloir, à un moment ou à un autre, recréer cette nécessité de faire collectif et de comprendre le collectif. Oui, la matrice catholique a été un truc qui pesait, c'est un peu la théorie de Fourquet, mais je pense qu'on a les capacités et les idées pour rester solidaires sans avoir à se tourner vers Dieu le Père, son Fils, etc. Et donc sur la personnification, effectivement, c'est un vrai souci français et américain de faire que notre destin soit dans les mains d'un président. Mais d'où ça sort? Les spécialistes de politique publique savent très bien qu'une politique publique, c'est pas un gus dans un bureau qui peut la faire. C'est des collectifs, c'est des associations qui montent, c'est des experts, c'est des affrontements. Enfin, c'est un nous, une politique publique. C'est pas Emmanuel Macron tout seul. Mais il n'empêche que c'est ce mythe qui continue à exister. C'est ce mythe qui, en plus, fout en l'air toute la réflexion collective. Et il y a des segments électoraux qui sont parfaitement alignés avec cette idée-là. C'est-à-dire que
Les macronistes, par exemple, ils sont persuadés, effectivement, c'est le mythe du patron qui sait tout, visionnaire, etc. Chez l'électorat lepéniste, c'est la femme forte qui peut prendre des décisions, voilà. Et ça marche très très bien, c'est dans leur culture. La droite, pareil. La gauche, de moins en moins. La gauche, c'est du collectif, c'est de l'égalité, c'est de l'horizontal. Or, et c'est là où il y a un souci, c'est que la plupart des organisations politiques aujourd'hui sont des organisations que Rémi Lefebvre appelle des partis personnels, en gros des partis qui se structurent autour d'une figure. Et des partis qui du coup font qu'il y a Jean-Luc Mélenchon, il y a Emmanuel Macron, il y a Marine Le Pen, il y aura, comment il s'appelle, Édouard Philippe, Dario pense qu'il va faire pareil, Revatal pense qu'il va prendre la place d'Emmanuel Macron, mais en gros, c'est pas du collectif, c'est pas du nous, c'est pas de l'horizontal, c'est du personnel. Et alors même, mais après, c'est parce que c'est le plus simple à faire. On le sait quand on va dans des réunions de quartier, quand on participe à des procédures de démocratie participative, c'est super compliqué le collectif. Et pourtant, c'est pas oublier qu'on a quand même aujourd'hui, on est aujourd'hui dans une situation où on n'a jamais eu autant de citoyens capables de jouer leur rôle, en termes de diplôme, de compréhension, etc. Et pourtant, on continue à faire comme si un mec seul dans un bureau pouvait sauver le monde. Alors, peut-être moi, je vais surtout demander d'être un peu éclairé sur un aspect de votre exposé. Dans cette première partie, vous montrez de manière très convaincante, à partir effectivement... Pardon. Ah oui, non, mais... Il n'y a pas que moi qui souffre avec voilà. ça. Vous m'entendez? Oui. Alors, dans la première partie, vous montrez de manière très convaincante, à l'aide d'ailleurs de faits, notamment les indices longitudinaux et de tolérance et de questions culturelles et socio-économiques, effectivement, qu'il y a, disons, une tendance vers la gauche, pour des idées, en tout cas, de gauche. En revanche, dans la deuxième partie, quand vous parlez notamment de la conscience triangulaire, vous dites, n'est-ce pas, qu'il n'y a plus cette opposition, mais qu'il y a un troisième terme, vous voyez bien, qui est effectivement le cassos, qui d'ailleurs, vous dites, il est souvent lié d'ailleurs à l'immigration, dans ce cas-là, et alors vous dites bien, c'est dans la conscience ouvrière. Dans ce cas-là, c'est plutôt une tendance vers la droite, une droitisation. Donc, question que je me pose, bon, droitisation ou effectivement gauchisation. Bon, il me semblait là qu'il y avait quelque chose. Je crois que c'est parce que je n'ai pas bien compris. Vous allez effectivement expliquer les raisons de ma mal-compréhension. Donc, voilà. Alors, c'est parce que, alors derrière, c'est le chapitre 6, je n'ai pas pu évoquer parce que les parents, tout ça. Il faut les relire, si je comprends bien. Non, mais en gros, l'histoire est la suivante. Progressivement, les votes se sont désarrimés des questions socio-économiques. C'est-à-dire que, en gros, en 88, on vote à gauche parce qu'on veut de la redistribution, on vote à droite parce qu'on veut du libéralisme économique. Et les questions autour de l'immigration, etc., ça marche au premier tour pour Jean-Marie Le Pen, mais ça disparaît au second. Voilà. En gros, c'était des votes socio-économiques, et en fait, ça a arrimé énormément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de xénophobie dans les classes ouvrières, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'enjeux culturels derrière, mais ça ne jouait pas. Aujourd'hui, on est dans une situation où le vote socio-économique a été un peu enterré vivant. C'est-à-dire qu'on fait en sorte, et c'est particulièrement vrai dans les jeunes générations, qu'en gros, désormais, c'est le culturel qui drive les votes quand il s'agit des élections. Voilà, au détriment du socio-économique. C'est-à-dire que quand on regarde l'électorat de Marine Le Pen, ils ont en commun, effectivement, de considérer que l'immigration, c'est pas bien. Ils ont en commun ce conservatisme culturel. Sur le socio-économique, ils sont diamétralement différents. C'est-à-dire qu'entre les ouvriers du Nord, qui sont effectivement à la fois les perdants de la mondialisation, qui sentent que l'immigration c'est un souci, etc., mais qui demandent de la protection,
Et les petits commerçants retraités du Sud-Est qui votent pour la même candidate, eux, ils veulent moins d'impôts, moins d'État social, etc., etc. Et donc, c'est toute l'ambiguïté du Rassemblement national que de faire en sorte que leur programme économique soit pas en jeu, en fait. Et c'est probablement un des angles d'attaque pour la gauche, que de montrer qu'en fait, quand on commence à regarder comment vote le RN en matière socio-économique, c'est un parti de droite comme les autres. Mais je suis pas sûr que ça va faire rebasculer l'électorat ouvrier du Nord qui s'est aligné sur Marine Le Pen. Ça va les faire démissionner. On ne va pas les récupérer comme ça. Parce que pour ce faire, il faudrait quand même, là aussi, une gauche qui sache dire quelque chose sur le socio-économique, qui n'ait pas abandonné le socio-économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens à gauche qui y réfléchissent, hein. Mais ça veut juste dire qu'en termes de crédibilité, il y a un sacré travail. Donc voilà, l'histoire c'est ça. C'est que du coup, il fut un temps, notamment au PS, ils pensaient qu'ils récupéreraient ceux qui sont favorables à la redistribution d'un côté, ceux qui sont favorables à la diversité de l'autre. Mais ils ont perdu ceux qui sont favorables à la redistribution, en tout cas le PS, parce que effectivement les gouvernements Hollande ne sont pas crédibles, et les libéraux culturels, ils sont partis chez Macron. Donc aujourd'hui, il y a une nécessité effectivement de recréer quelque chose. Mais donc en gros, il y a droitisation des urnes et gauchisation de la société. Et la droitisation des urnes, elle tient notamment à ces démissionnaires. Ces jeunes qui ne vont pas se déplacer alors qu'ils sont favorables à la diversité et à la redistribution, ces employés, ces ouvriers qui ne se déplacent pas parce qu'effectivement leurs demandes ne sont pas satisfaites. Les workferistes, la conscience similaire, ça marche sur ceux qui sont alignés sur le RN. Ça ne marche pas sur la moitié des ouvriers et des employés qui ne se déplacent pas. Ça ne leur parle pas. Oui. Je peux parler fort peut-être. Oui. Je me réouvre l'ordinateur pour moi. Oui, dans votre exposé, vous n'avez jamais mentionné le terme de populisme. Alors, je voudrais savoir un peu ce que vous pourriez en dire. Et quand j'entends parler sur le Rassemblement national, souvent on parle de national populisme. Et moi je pense aussitôt national socialisme. Et là on pense à autre chose. Nationalisme aussi. Comment ? National-sionisme. Si. J'aime pas cette catégorie de populiste parce qu'elle empêche de pleinement réfléchir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un mot qui, dans le débat public, est utilisé pour déconsidérer l'adversaire. C'est un mot qui est utilisé pour déconsidérer les gens qui demandent une démocratisation de la démocratie, en fait. C'est-à-dire qu'un des enjeux aujourd'hui, c'est ce que montrent ces histoires de démissionnaires. Les démissionnaires, ils sont démissionnaires des urnes, pas de la citoyenneté. Vraisemblablement qu'un référendum d'initiative citoyenne, ça attirerait beaucoup plus. Un référendum révocatoire, comme certains partis à gauche le proposent, ça pourrait attirer beaucoup plus. On est aujourd'hui, en fait, dans une situation où notre démocratie, quand on la compare à beaucoup d'autres pays, est une démocratie d'élus. Je ne dirais même pas une démocratie représentative, une démocratie d'élus. Où les élus peuvent décider, même contre les citoyens. Rappelons-nous 2005-2007. Voilà. Et j'avais voté oui. Donc, voilà. Non mais 2005, effectivement, on fait un référendum, 69% de participation. 2007, des députés qui ont été bien mal élus et des sénateurs qui ont été encore plus mal élus disent non, on est nul. Ça a un souci. Dans d'autres pays, je pense notamment en Irlande, l'Irlande a régulièrement voté non à des traités européens. Du coup, ils sont partis négocier, ils ont refait un référendum et c'est passé. Quand on prend les citoyens au sérieux, quand on donne des gages, quand on les intègre, ça marche. Voilà. Mais en France, on est effectivement une démocratie dans laquelle les élus sont centraux et là, beaucoup trop souvent ont une vision très condescendante des citoyens. Et ils ne veulent surtout pas que les citoyens
prennent trop de place. Les communautés d'agglomération, c'est quand même un exemple terrible de trou noir démocratique. On peut dire l'Europe, c'est pas démocratique, une communauté de communes, ça l'est tout aussi peu. Voilà. Et alors même qu'on pourrait faire des trucs en audio du local. Donc le populisme, c'est effectivement, on peut en faire un, et ça existe en tant que concept scientifique, et on peut montrer, en plus, quand les collègues qui le mobilisent en disant qu'en plus c'est une idéologie fine, qui grosso modo peut s'adapter à des contextes. Donc on peut avoir un populisme de gauche, un populisme de droite, un populisme de droite qui est fondé sur un peuple ethnique, homogène. Le populisme de gauche, il est fondé sur l'idée qu'il y a des élites économiques qui gouverneraient. Bon, ok. Mais je pense que c'est quand même mettre à mal un vrai problème qui est que on n'a jamais eu des citoyens autant capables de jouer leur rôle et pourtant on leur donne toujours pas le droit de le faire. Voilà. Donc ça c'est mon souci. Après, quand on utilise ce mot pour essayer de définir l'idéologie de Marine Le Pen et du RN, on voit bien combien les qualifier, c'est compliqué parce qu'eux-mêmes réussissent à se cacher. C'est-à-dire que leur stratégie de dédiabolisation est une stratégie un mot anglais qui dit mainstreamisation, c'est-à-dire d'aller vers le truc acceptable, etc. Mais on peut se demander dans quelle mesure ce truc-là, c'est pas d'abord et avant tout parce que des partis dits républicains, dits de gouvernement, se sont mis à parler comme les reines. Donc, je ne suis pas un spécialiste de l'idéologie des partis, mais je pense qu'au-delà de la question de la manière dont on qualifie le RN, il faut se souvenir de comment ils votent. Et là, on commence à avoir un sacré palmarès tant au Parlement européen qu'au Parlement français. Oui, alors. Oui. Oui, bonsoir. Je voulais vous remercier pour déjà votre... Et je voudrais rebondir sur une chose que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux deux sociologies de l'électorat Rassemblement National. Un électorat qui subit la mondialisation dans la région du nord-est désindustrialisée, si je l'ai bien suivi, et puis un électorat du sud-est, plutôt petits commerçants, entrepreneurs, etc. Mais au-delà de ces deux différences socio-économiques, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une cristallisation, comme l'a dit Lucien Fourie dans son livre des électeurs ordinaires, de leur idéologie autour justement du racisme. D'ailleurs, ce qui a rebondi aussi sur le racisme systémique dans une des émissions télévisées qui est sortie récemment, Somme de tous racistes, vous en avez parlé, je crois. Et au-delà de ce racisme qui structure le vote extrême droite, comment faire, notamment à gauche, pour contrebalancer ce vote-là qui est quand même un vote très puissant. On l'a vu notamment aux européennes, puis aux législatives, où il a fallu faire un barrage pour les deux blocs, le bloc central, le bloc de gauche. Comment faire avec des médias aussi qui sont de plus en plus concentrés aux mains des milliardaires. Vous avez parlé de ce terrain, il y a aussi la polarisation des médias, et comment faire pour briser en fait cette espèce de chape, de silenciation en fait d'un débat démocratique serein dans la sphère journalistique, et comment percer et décaler cette fenêtre d'Overton aussi, parce que c'est aussi ça, un cadre en fait de débat qui se ressemble beaucoup plus à gauche en tout cas, parce qu'aujourd'hui elle est très à droite sur les sujets identitaires dans les médias, et comment on fait ça, et est-ce qu'il n'y a pas aussi différents autres d'attaque, des choses que tente de faire la gauche qu'il faudra approfondir ou différencier, si j'ai bien suivi votre exposé. Je vous remercie. Alors, je converge complètement avec Félicien. C'est-à-dire que dans Félicien, son travail est un travail qualitatif, de long terme, super chouette. Enfin, c'est vraiment un bouquin que, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, lisez-le parce que ça fait peur et ça fait mal.
Mais de fait, hein, dans les modèles quantitatifs, là, le premier déterminant du vote RN, c'est la xénophobie. Bon, voilà. Ça écrase tout. Donc, et après, c'est différent. On peut réfléchir à la manière dont la xénophobie s'ancre dans d'autres types de valeurs. Hein, typiquement, cette idée des perdants de la mondialisation, c'est en fait une vieille idée qui date des années 90. On parlait du welfare chauvinisme, d'ailleurs le chauvinisme du welfare. En gros, on veut de l'État-providence, mais pour nous, les nationaux, quoi. Et donc c'est la préférence nationale, etc. Donc c'est, voilà, on voit bien combien, du coup, une fois que le coin raciste est enfoncé, ben, ça s'adapte, ça retravaille les autres valeurs, etc. Et ça les domine. Et ça les domine d'autant plus que je ne crois pas qu'on pourra les récupérer. Ils sont fâchés et fachos, pour reprendre donc ils sont fâchés et fachos, et en plus ils pensent que le RN, c'est vraiment la solution. Donc éventuellement ils seront déçus, mais ça ne veut pas dire qu'ils basculeront ailleurs. En gros, ce vote est désormais un vote d'adhésion, c'est pas un vote de protestation. Ça fait 20 ans que c'est plus un vote de protestation. C'est terrible, mais c'est comme ça. Et voire même, je pense que et on le voit en 2024, hein, c'est impressionnant de voir combien les électeurs du RN étaient extrêmement énervés. On leur a effectivement pour voler l'élection. Voilà. Donc, si on leur a volé l'élection, c'est que ce n'était pas un vote de mauvaise humeur. C'est que vraiment, ils pensent que le RN va faire une différence. Donc c'est dur. C'est dur, et dans le même temps, rappelons-nous un petit peu de 2024, parce qu'on a tendance à l'oublier. 2024, c'est 5 semaines de campagne. C'était extrêmement court. Les Anglais à côté avaient une dissolution, 2 mois, ils trouvaient que c'était trop court comme campagne, donc ça a été 5 semaines. En 5 semaines, il a été possible de refaire barrage. Ce barrage, il a été possible parce que les partis se sont unis, parce que les réseaux associatifs, les collectifs de citoyens, et voire même un nombre impressionnant de gens qui bossaient dans les médias, ont fait le boulot. C'est assez énorme. Et c'est même encore plus énorme quand on y réfléchit entre le premier et le second tour. Si on réfléchit, là, le barrage républicain, les électeurs de droite et les macronistes, ils n'avaient pas envie. Donc beaucoup se sont abstenus. Et pourtant, on arrive au même niveau de participation. Ça veut dire qu'il y a eu une mobilisation au premier tour, mais il y a eu une deuxième mobilisation au second tour. Face à Jordan Bardella. Je ne sais pas si, effectivement, derrière, ces gens qui se sont déplacés ne sont pas désespérés par ce qui s'est passé par la suite. Mais en attendant, les citoyens sont parfaitement capables de revenir. Et donc, cette histoire-là, on doit aussi avoir en tête que, effectivement, ce qui se passait dans les médias à ce moment-là, c'était pas très très mobilisant pour la gauche. On ne parlait pas des sujets d'inégalité sociale. On ne parlait pas du fait que l'immigration, c'est aussi une chance. On ne parlait pas du fait qu'il y avait des discriminations. Enfin, en gros, l'espace, le terrain sur lequel s'est déroulée la campagne était un terrain sur lequel la gauche jouait à l'extérieur et le RN jouait tranquille à domicile, et en plus, il avait des porte-voix sur sa droite. Et pourtant, ils ont perdu. Donc, rappelons-nous de ça. Et en fait, c'est parce que derrière, effectivement, il y a une vraie interrogation à avoir. Alors, les médias Bolloré, je crois que c'est peine perdue. On peut, moi, perso, j'irai pas, parce que je vais me faire latter la gueule. Voilà, je vais commencer par dire, c'est plus compliqué, ça y est, je suis mort. Mais l'enjeu, c'est les autres. C'est effectivement le service public, même TF1. C'est le Figaro qui est en train de basculer. C'est effectivement faire que les rédactions, une bonne fois pour toutes, remettent les pieds sur terre. Mais il y a plein de journalistes qui y réfléchissent. Il y a plein de journalistes qui se rendent compte qu'il faut retourner sur le terrain. Qu'on ne peut pas laisser 4 gus sur un plateau de CNews et expliquer ce que c'est que Crépol et Romans-sur-Isère. Et simplement, effectivement, les journalistes locaux, les journalistes qui sont allés sur le terrain, qui ont dit attendez, c'est peut-être un peu plus compliqué, ils s'en sont pris plein la gueule parce qu'il y a des journalistes du système, machin milieu. Bon, mais il n'empêche que c'est ça. Donc il y a une vraie nécessité pour l'ensemble des journalistes qui veulent vraiment bien faire leur boulot de reprendre langue avec le terrain, de reprendre langue avec comment on fait.
et pas être juste à commenter des dépêches et à suivre ce qui se passe à l'Assemblée nationale ou au gouvernement. Mais c'est compliqué, c'est des remises en question à la fois économiques, d'emploi du temps, c'est pas rien. En gros, des Florence Aubenas, on n'en a pas beaucoup. Et c'est parce que c'est Florence Aubenas qu'elle peut se permettre de passer du temps sur les ronds-points, du temps avec les femmes de ménage à l'Israël, etc., etc. C'est parce que c'est elle. Après, n'oublions pas, et c'est aussi un truc, que, en fait, il y a plein de gens qui s'informent autrement que sur les médias tels qu'on les entend. Pensons à Reporter, pensons à Basta, pensons à Blast, etc. Et donc, c'est juste, en fait, c'est un continent de médias alternatifs qui fait un boulot super intéressant et qui, en fait, a des audiences. Et qui, en plus, donne le temps de réfléchir, fait des articles longs, fouillés. Alors, bien sûr, ils n'ont pas l'aura médiatique. Mais il n'empêche qu'ils sont là et que leur information se diffuse et qu'elle nous nourrit collectivement, qu'on la retrouve dans les réseaux associatifs, qu'on la retrouve chez les jeunes, qu'on la retrouve dans les syndicalistes. Enfin, voilà. Donc, ok, on aura passé, mais il y a des choses à faire. Encore une question, peut-être, je vous remercie, très intéressant. En fait, ça m'a redonné un peu espoir parce que je pensais qu'on se droitise davantage. Et là, vous avez montré que effectivement, c'est pas tout à fait ça. C'est plus compliqué, certes, mais que la droitisation, elle n'est pas forcément vraie aujourd'hui. Ceci dit, on arrive en 2027 très bientôt. Et là, je vois une gauche, comment dirais-je, qui reste malheureusement divisée. Je vois au sein du PS, eh bien, 50-50 entre le maire de Rouen et puis Olivier Faure. Que va-t-il se passer? Comment voyez-vous, en fait, mars 2027, est-ce qu'on va arriver à avoir quelque chose de commun, un peu comme ce qui s'est passé avec le Front populaire, en fait, le nouveau Front populaire? Aujourd'hui, je doute. Voilà. Moi aussi. Non, mais voilà, on est. Il y a plusieurs scénarios possibles, effectivement. Mais par exemple, 2022 nous raconte une histoire. C'est-à-dire que, effectivement, Jean-Luc Mélenchon a fait un très très bon score et a permis à la gauche d'exister. Simplement, dès le mois suivant, on voyait qu'un nombre impressionnant d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, en fait, ne voulaient pas voter pour LFI. En gros, il y a une vraie tendance des électeurs de gauche à l'union. Et ça a marché pour la NUPES et ça a marché pour le NFE. Est-ce que les partis sont prêts à faire ça? Je ne sais pas. En revanche, ce que je constate, c'est qu'il y a des initiatives. Là, demain, je cause dans une institution qui s'appelle le Laboratoire des partis, qui va essayer de mettre en place une primaire. J'ai l'impression que Lucie Gasset n'a pas abdiqué l'idée de faire collectif. Je pense surtout qu'il est aujourd'hui nécessaire que les associations, les syndicats jouent leur rôle. Et historiquement, il s'est passé un truc très important au début du XXe siècle. Je ne sais pas si en Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, il y avait deux partis qui se tenaient, qui se tiraient la bourre. Il y avait un parti conservateur et un parti libéral qui, grosso modo, n'en avait rien à faire des ouvriers de l'époque. Mais du coup, les syndicats se sont rassemblés et ont fondé le Parti travailliste. Et c'est devenu le parti de demain. Et pendant longtemps, ça a été un vrai parti de gauche, à l'anglais. Donc, voilà. Moi, ce que je remarque, c'est que les jeunes étudiants les plus politisés dans les IEP, ils ne vont plus dans les partis. D'abord, c'est des L, très souvent des filles désormais. Et elles vont dans les assos. Et donc, effectivement, je crois que la force de frappe, elle est d'abord et avant tout dans les assos. Et c'est des gens qui ont la culture du terrain, la réflexion, les collectifs. Après, effectivement, ils ont peur de faire de la politique, mais je suis désolé, Emmaüs, France Terre d'Asile, ils font de la politique avec un grand P. Et c'est classe. Une dernière question. En partie. Comment expliquez-vous la quasi-disparition des partis dits d'extrême gauche qui pourtant semblent correspondre, cocher toutes les cases par rapport à la demande politique que vous avez signalée?
Parce que je pense que le militantisme dans les partis, ça n'attire plus, on a l'impression que ça sert à rien. En fait, vraisemblablement, la force de l'engagement associatif, c'est que c'est du concret tout de suite. À la différence de, je rédige une motion dans ma section qui va éventuellement déboucher là, paf, on va faire une maraude, on va organiser une action, on va soutenir des gens, et en plus, voilà, il n'y a pas d'horizontalité, il n'y a pas... En plus, le problème des partis, c'est que non seulement c'est soit des partis personnels, soit c'est des partis d'élus et de collaborateurs d'élus. Donc en gros, des gens qui font trop souvent carrière. Et c'est dommage. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire. Moi, je pense qu'effectivement, quand on regarde ce que c'est qu'une décision politique aujourd'hui, c'est une décision extrêmement complexe. Donc il y a besoin d'avoir des professionnels, il y a besoin d'avoir des gens qui savent mettre en musique une politique publique. Je pense qu'en revanche, ce qu'il va falloir faire, c'est ce que j'essaie de dire à mes étudiants d'IEP, c'est que, ok, vous serez peut-être des élus, des collaborateurs d'élus, mais n'oubliez pas que si vous voulez faire des bonnes décisions, il faut retourner aux citoyens. Et notamment, bien avoir en tête que les citoyens qui vous parlent ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble des citoyens, qu'il y a des inégalités sociales, et que le plus important est d'aller choper ce que vous entendez pas. Voilà. C'est très clairement agir sur la culture des élus, pour qu'on retrouve de la démocratie. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'on peut vous applaudir à nouveau. Je rappelle que le livre de Vincent Tibéry, on n'a que la présentation des 2 premiers chapitres, je crois que 3 est en vente ici, grâce au bon service de librairie du Labyrinthe. Voilà. Sinon, c'était notre dernière séance de la saison et on se retrouve là en septembre, c'est pas l'année prochaine, c'est vrai que comme on est beaucoup de profs, on a beaucoup. Se fixe sur l'année scolaire. Donc on sera à Agora le samedi 6 septembre toute la journée si vous voulez nous rencontrer. Et sinon notre prochaine conférence, ce sera mercredi 10 septembre et ça répondra d'ailleurs à une question qui a été posée puisque l'intitulé c'est les savoirs scientifiques menacés, causes et conséquences. Et ce sera Guillaume Lecointre qui est zoologiste et professeur au Muséum d'histoire naturelle qui justement va répondre à la question de savoir est-ce qu'en France aussi il n'est pas temps de s'inquiéter quand on est un scientifique universitaire, est-ce que la menace, elle ne nous menace pas? Voilà. Merci à tout le monde.